溶岩が沖合に出現した直径およそ乾杯。 Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai, format actualité, un podcast dans lequel on vous sélectionne et on vous résume l'actualité du mois qui s'est passé au Japon. Et c'est une émission que j'ai le plaisir éternel de partager avec toi Gaël. Salut Gaël. Salut Charlie. Je t'ai coupé en plein bâillement. Je suis très intéressé par ce podcast. C'est notre 134e émission et c'est aussi la 30e au format actualité. Dans ce format, on va évidemment, comme toujours, parler de tourisme, de société, de politique, d'économie et de culture pop. Donc, je te propose qu'on y aille de suite, Gaël, parce qu'on a une vingtaine d'actualités à traiter. Et pour ouvrir la catégorie liée au tourisme, eh bien, tu vas nous parler de l'augmentation d'un fameux pass qui a déjà augmenté, mais là d'une autre façon. Et oui, news d'octobre 2022 qu'on a l'impression de revivre malheureusement. Alors fort heureusement par contre l'augmentation n'est pas du tout aussi forte. Mais oui, c'est un petit peu une surprise, le prix du JR Pass va encore une fois augmenter. Alors qui prend les décisions chez Japan Railways ça c'est toujours la question. Mais en tout cas, à partir du 1er octobre 2026, le prix du JR Pass chez les revendeurs va légèrement augmenter. Et ça, donc, c'est un petit peu, comme on le disait, une mauvaise surprise parce qu'il avait déjà augmenté de manière, cette fois-ci, massive. C'était en 2023, donc peu après la réouverture du Japon post-Covid. Donc il avait subi une augmentation quand même de 70%. Ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère en termes d'augmentation. Ah non, en effet, tu l'as dit parce que autant avant, effectivement, le JR Pass, c'était un produit exceptionnel pour tous les voyageurs, autant c'est vrai que depuis cette augmentation de 70%, il est toujours intéressant, mais il nécessite quand même qu'on vérifie maintenant et qu'il faut faire quand même plus de trajets pour le rentabiliser. Alors il a d'autres intérêts, mais c'est vrai qu'au niveau tarif seul, il faut un petit peu plus calculer avant de l'acheter. Donc l'augmentation, elle n'est pas non plus exceptionnelle, elle est de l'ordre de quelques pourcents, un grand maximum 5% sur le dernier pass, qui est la version 21 jours. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu déplaisant, on va dire, sachant qu'il avait déjà beaucoup augmenté, et comme on le disait, il est un petit peu moins intéressant. Alors la question qu'on se pose aussi un petit peu au-delà de la partie tarif, c'est que le Japon a envie d'avoir plus de touristes, se plaint que les touristes se concentrent tous au même endroit, c'est-à-dire Tokyo, Kyoto, mais l'arme qu'ils avaient pour faire en sorte que les voyageurs aillent gratuitement dans les régions avec le réseau JR national, est de moins en moins intéressante. Donc ça, c'est un petit peu une question qu'on se pose. Après, en tout cas, voilà, c'est comme ça. Si vous voulez bénéficier du JR Pass à ce tarif encore, on va dire, relativement attractif, c'est jusqu'au 30 septembre inclus, donc on a encore largement le temps, sachant que le pass peut être commandé jusqu'à 3 mois à l'avance, et même un peu plus tôt sur Keikaku, jusqu'à 1 an à l'avance. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il va augmenter en octobre qu'il va vraiment passer du côté des produits inutiles, loin de là, vu que l'augmentation, comme on l'a dit, est quand même assez faible. Oui, attention peut-être à tes oreilles, Gaël, puisque j'ai le souvenir de quelques commentaires sur les réseaux sociaux où on parlait de notre article qui permet d'essayer de se renseigner justement si le pass il est valable ou non, et donc on nous a dit qu'on ne pouvait pas voyager gratuitement avec le JR Pass. Donc évidemment c'est un coût que vous avez, mais après le principe était, et encore, de prendre le train de façon illimitée sur la portion qui est dédiée à ce pass-là. Sauf que maintenant ça a beaucoup augmenté, donc il faut calculer à l'avance sur ces trajets si c'est valable, et cet article sur Kanpai, .fr, et ça vous permet de vous en rendre compte. Oui, c'est vrai, tu as raison Charlie, j'ai même pas fait de rappel, parce que je pensais que ça c'était évident, mais tu as raison, il faut quand même le rappeler, le JR Pass c'est un forfait de train, donc pour 1, 2 ou 3 semaines, où on paye un prix effectivement, donc qui a augmenté en le disant 2023, et avec ça on peut voyager gratuitement après en illimité, mais une fois qu'on a payé le pass, bien sûr. C'est pour ça que certaines personnes peuvent avoir du mal avec le mot gratuitement, s'il faut payer. Gratuitement après avoir payé, quoi. Et Japan Railways, puisqu'une annonce ne vient jamais seule, a sorti une deuxième douille, j'ai envie de dire. En fait, Japan Railways a annoncé qu'un pass allait prendre fin cette fois-ci, il allait complètement être arrêté. C'est le Kansai Area Pass. Alors, c'est un petit pass régional qui est assez connu des voyageurs du Kansai pour le coup, c'est-à-dire la région de Kyoto, Osaka, Nara. Donc, ce pass qui est un pass régional, lui va prendre fin dès le 30 juin, c'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet,
il sera impossible de l'acheter, il va vraiment disparaître du catalogue. Et d'après Japan Railways, la suppression de ce pass est liée, je cite, à l'arrêt de la production du support magnétique nécessaire pour ce produit, ce qui est vraiment un beau mensonge. Hein. on peut le dire comme ça. On n'a plus la machine pour faire le ticket, donc on arrête. Ouais, on l'a perdu. Elle est tombée, elle est cassée. Non, vraiment, je pense que là, ils n'ont pas du tout assumé. Donc, pour rappel, hein, le Kansai Area Pass, c'est un pass régional, comme on le disait, qui est valable dans la région du Kansai. Donc, je citais Kyoto, Osaka, Nara, mais aussi Himeji, Kobe, l'aéroport du Kansai, l'aéroport d'Itami. Il y a vraiment plein de destinations là, dans cette région qui sont couvertes par ce pass. Et alors, il est hyper intéressant. Moi, je crois vraiment que c'est pour ça qu'il l'annule en réalité. Il est hyper intéressant, pourquoi ? Parce qu'il existe en version 1, 2, 3 ou 4 jours consécutifs et il est vraiment pas cher. C'est-à-dire que pour une journée ça coûte 20 €, pour 4 jours je crois que ça coûte dans les 50 €. Et en fait tu fais des trajets qui peuvent être assez longs, c'est-à-dire que si sur 4 jours tu fais Kyoto, Osaka, Nara, Himeji par exemple, ce qui est un itinéraire très classique dans le Kansai, tu économises beaucoup d'argent. Donc je pense surtout que c'est pour ça que Japan Railways veut l'arrêter, c'est que pour eux il n'est pas rentable en quelque sorte. Après faut assumer hein, quand on fait un choix. Alors si vous voulez en profiter, comment faire ? Il est encore temps. Le Kansai Area Pass, donc vous pouvez l'acheter chez un revendeur donc jusqu'au 30 juin, on le disait, 30 juin de cette année. Il est valable 3 mois, comme on le disait, donc ça veut dire que vous pouvez l'activer en juillet, août ou septembre. Et après, vous avez jusqu'à 30 jours pour l'utiliser. Donc Japan Railways nous a dit au plus tard, vous pouvez l'utiliser jusqu'au 1er novembre. Là, c'est vraiment le plus tard du plus tard. Mais on se doute que les derniers utilisateurs seront cet été, donc comme je le disais, juillet, août, septembre. Si vous avez un doute, appelez votre agence de voyage et ils vous expliqueront un petit peu comment ça marche. Et donc même si JR a annoncé qu'aucun remplacement n'était prévu pour ce produit, on peut quand même citer dans la famille entre guillemets des Kansai Area Pass plusieurs autres versions, notamment le Kansai Wide Area Pass et aussi le Kansai Hiroshima Area Pass, qui sont des passes un petit peu plus chers, hein, vraiment assez intéressants malgré tout, mais pas autant que le Kansai Area Pass. Donc si vous voyagez dans cette région, c'est vrai qu'ils peuvent quand même être intéressants. Si vous allez jusqu'à Hiroshima par exemple, en aller-retour sur 1 ou 2 journées. Si vous allez, le wide il sert à aller aussi un peu plus loin que Kobe, Himeji, etc. Donc ça peut être intéressant. En fait, il va jusqu'à Okayama, Kurashiki, Tottori, Kinosaki Onsen, Amano Ashidate. Il va même jusqu'à au sud de la péninsule et puis à Tsuruga. Donc il est quand même beaucoup plus large, comme son nom l'indique. Donc il reste quand même assez intéressant, même si c'est vrai que cette version-là, elle est minimum de 5 jours. Et quand on pense JR Pass, Charlie, évidemment, on pense train, et comme tu le sais, et comme tout le monde le sait, les trains au Japon sont très ponctuels. Très ponctuels, oui, mais puisqu'il y a énormément de trains qui circulent, et bien parfois il y a quelques retards. Et là, on va parler d'une news un petit peu insolite qu'on entend de temps en temps, ça faisait longtemps, ceci dit, mais un Shinkansen a eu 3 minutes de retard, et pour ça, la JR East, donc Japan Railways, côté est du Japon, en réalité plutôt côté nord, on va dire nord-est, a présenté des excuses publiques. En effet, elle s'est excusée pour un retard de 3 minutes sur un Shinkansen, donc un train à grande vitesse qui roulait entre Tokyo et le nord du Japon. La raison pour ce retard de 3 minutes, elle est simple. Et honnête. Et honnête, en même temps peut-être qu'il ne pouvait pas faire autrement. Tout simplement, le conducteur ne s'était pas réveillé de sa sieste. Alors le Shinkansen nommé Hayabusa 24 devait partir à 13h52 sur la ligne Tohoku, donc du nom de la région au nord de Tokyo. Il partait de Shinhakodate Hokuto, qui est donc à Hokkaido, tout au nord, et il partait en direction de Tokyo. Et juste avant le départ, donc le conducteur faisait sa sieste dans la salle de pause à la gare. Et il avait mis évidemment une alarme à son réveil, mais il ne s'est pas réveillé avant 13h50, c'est-à-dire 2 minutes avant le départ du train. Et même si j'imagine que il s'est levé en courant et il a couru à travers la gare jusqu'à la cabine de pilotage, eh bien le train est parti avec quelques minutes de retard, 3 minutes. Donc on sait qu'il s'est passé donc 5 minutes, Charlie, entre le réveil et le départ du train. Alors il n'y a pas vraiment eu de plainte réelle de la part des usagers, des clients, mais la JR East a quand même fait une déclaration.
Nous nous excusons sincèrement pour les désagréments causés à nos clients. Nous nous efforcerons d'éviter que cela ne se reproduise. Et alors en termes de réaction du public et des utilisateurs des réseaux sociaux, eh bien certains pensent que c'est pas grave, hein, c'est pas grand-chose, 3 minutes ça va, et d'autres ont plutôt râlé en disant que ce genre de retard pouvait ensuite peut-être ouvrir la porte eh bien, à plus d'horaires non respectés, et ça c'est pas du tout acceptable au Japon. Imaginez que dans une journée, il y ait plusieurs retards de train, ce serait inimaginable. Je ne vois pas dans quel pays on peut avoir ça. Faudrait renommer la JR avec 4 lettres. Ça terminerait par F. Ça commencerait par SNC, c'est ça? Ouais. Et si vous êtes déjà allé au Japon ou si vous êtes intéressé à la culture japonaise, vous avez sans doute entendu parler des très nombreux distributeurs automatiques de boissons que l'on trouve un peu partout au Japon, même dans des endroits insolites. D'ailleurs, Gaël, je ne sais pas s'il y a des sites qui répertorient les distributeurs automatiques dans les lieux les plus insolites du Japon. Je suis sûr qu'il y en a, parce que des fois on en croise en randonnée, dans des forêts ou autres. Il y en a un au sommet du mont Fuji, par exemple. Par exemple, celui-ci, beaucoup fait rire. Il est quand même pas mal. Je pensais à la personne qui vient le déposer avec son petit diable là. Ah oui. Et le nombre de distributeurs automatiques de boissons au Japon, il a chuté au point d'arriver à son nombre le plus bas depuis 30 ans. Et selon les dernières statistiques d'Inryo Soken, c'est un institut de recherche sur les boissons, et oui, ça existe, il est basé à Tokyo, cet institut, et en 2025, il y avait 1,95 million de distributeurs automatiques de ces boissons en activité au Japon. Et on assiste à une diminution de 90 000 machines depuis 2024, soit la plus grande baisse jamais enregistrée en une seule année. Donc ça, ce sont des chiffres récents. Il faut savoir qu'entre 1999 et 2016, le nombre était de plus de 2,4 millions de distributeurs. Et depuis, le nombre de distributeurs n'a jamais cessé de diminuer. Les analystes soulignent la hausse des prix et la baisse de la demande comme les principales raisons de cette diminution de ces machines dans les rues ou dans les sentiers, comme on le disait tout à l'heure, ou dans les malls. Les magasins comme les combini sont une alternative effectivement plus rentable peut-être pour les consommateurs, avec des prix moins chers et souvent aussi des promotions sur des boissons pour l'achat d'un bento ou d'un onigiri, donc c'est-à-dire que vous allez acheter plusieurs produits au lieu de votre seule boisson dans le distributeur. En tout cas, il reste quand même 1,95 million de distributeurs de boissons, donc ces distributeurs ne vont pas disparaître avant de nombreuses années, mais sachez que ce sont des espèces qui sont prévues d'être en voie de disparition peut-être. Alors c'est vrai que l'inflation sans doute fait du mal hein, évidemment à ce genre de petit achat compulsif, même si quand on voyage par exemple en été, on est bien content qu'il y ait des distributeurs à tous les coins de rue parce qu'on peut se rafraîchir rapidement et facilement, puis il y a certaines boissons qui sont assez agréables. Je me souviens d'une vidéo d'Ici Japon qui nos copains d'Ici Japon ont ajouté un distributeur devant leur village, Ici Japon Village, leurs hôtels, et en fait ils expliquaient qu'ils avaient un contrat où ils devaient faire un minimum de ventes par mois. Donc peut-être que c'est aussi lié à ça, si y a des distributeurs qui sont pas assez rentables effectivement, on doit quand même payer la redevance, et alors peut-être que ceux qui possèdent, les opérateurs, les distributeurs, tranchent un petit peu dans ceux qui sont les moins rentables, ça peut aussi expliquer. Je ne connais pas la prolifération des combini, donc les petites supérettes de proximité au Japon, mais peut-être que s'il y en a de plus en plus, la maille est de plus en plus étendue, peut-être qu'on a moins aussi à aller s'arrêter devant un distributeur qui est dans la rue. Alors, on va parler maintenant de la petite bourgade d'Oshino Hakkai, qui est dans la préfecture de Yamanashi, donc un site touristique assez connu. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ça se situe donc dans la région des 5 lacs du mont Fuji, au nord-est du volcan. Et en fait, à Oshino Hakkai, on a un problème d'étang. La municipalité explique que les touristes jettent trop de pièces, sans doute pour faire des vœux, et ça met l'étang en péril. Alors c'est un lieu qui est très fréquenté, évidemment, du fait de sa région, et de nombreux touristes, dans l'espoir que leurs vœux se réalisent, jettent des pièces de monnaie, qu'elles soient japonaises ou autres, dans l'étang pour faire leurs prières. Alors, ce qu'a fait la municipalité, c'est qu'ils ont déposé un panneau il y a quelque temps, qui est rédigé d'ailleurs en 4 langues différentes et qui explique que ce geste est interdit. Et malheureusement, malgré ce panneau, le nombre de pièces jetées dans l'étang augmente d'année en année. Et les conséquences, c'est que ça impacte à la fois la qualité de l'eau et puis son écosystème, en raison évidemment de la rouille des pièces qui se désagrègent dans l'eau.
Alors plusieurs fois par an, la municipalité dépêche des plongeurs bénévoles, ceci dit, qui collectent les pièces de monnaie, celles qui coulent au fond de l'étang, et peut-être Charlie qui vont après au distributeur automatique pour acheter plein de boissons. On gâchapone. Alors en 2024, ils avaient récolté 4400 pièces, c'est-à-dire à peu près 3000 gâchapones. Non, je plaisante. Et en 2025, il y avait quand même 18 000 pièces, c'est-à-dire 4 fois plus. Alors on va faire un petit calcul rapide. Si, admettons, c'était 18 000 pièces de 100 yens, ça faisait 1 800 000 yens, c'est-à-dire à peu près 10 000 euros. J'espère que les bénévoles ont été payés en pièces de monnaie récupérées. Peut-être ils ont chacun eu une pièce. Alors pour résoudre ce problème, le village d'Oshino-Hakkai veut mettre en place une nouvelle contre-mesure en installant une boîte de collecte, c'est-à-dire une sorte de petite caisse à pièces qui serait installée près de l'étang, et ça il prévoit de le faire dès cette année dans le courant 2026. L'objectif évidemment ce serait de réduire considérablement la quantité de pièces qui seraient lancées dans l'étang et de faire en sorte que les visiteurs puissent quand même faire leurs vœux, mais simplement en mettant la pièce dans une boîte dédiée à cet effet, et l'argent qui serait investi dans la boîte sera utilisé pour l'entretien et la conservation de l'environnement du petit village d'Oshino-Hakkai. Si vous avez des idées de comment on pourrait solutionner ce problème, eh bien n'hésitez pas à nous faire part de vos idées les plus saugrenues. Donc on n'a pas encore de fiches sur Oshino-Hakkai, ça existe sur Kanpai, des lieux dont on n'a pas encore fait de fiches. Donc si vous en souhaitez, eh bien mettez des commentaires pour Marjorie pour qu'elle prévoie cette visite pour Kanpai. Ouais, donc en conclusion, Charlie, est-ce qu'on peut pas dire que c'est bientôt la fin des temps ? Je dirais même plus, je dirais qu'en ce moment, Gaël, les temps sont durs. Et je pèse mes mots. Et on a fait le choix d'en parler tout de même dans la partie tourisme, même si c'est un peu lié aussi à la catégorie société au Japon et que c'est aussi lié à un autre pays, la Corée du Sud. Et ça fait écho à une news dont on avait déjà parlé il y a au moins 1 ou 2 ans, il me semble, Gaël. On va parler du streamer américain Ramsey Khalid Ismail, autrement plus connu sous le pseudo Somali. Le tribunal sud-coréen a condamné cet homme il y a peu à 6 mois de prison après avoir été reconnu coupable de multiples infractions. Alors parmi elles, il y en a plein, il y en a qui peuvent même se recouper parfois. Par exemple, il y a l'obstruction d'opérations commerciales, la nuisance public, je pense que c'est son credo parce qu'il y en a énormément, et aussi la distribution de contenu sexuellement explicite généré par l'IA. Il me semble qu'il a utilisé le physique d'un streamer coréen pour faire ça. Il est aussi impliqué dans plusieurs autres affaires, par exemple le fait d'hurler sur le personnel de Super 8 à Séoul, avoir mis de la musique extrêmement fort à des endroits, faire peur aux gens s'il leur criait dans les oreilles. Et comme je disais tout à l'heure en introduction de cette news, ce streamer il avait déjà fait parler de lui en 2023, donc c'est à ce moment-là, Gaël, qu'on a dû en parler, puisqu'il avait diffusé en direct certains incidents qu'il commettait. Au Japon, il avait harcelé par exemple des passagers dans le train en criant des paroles comme « Hiroshima, Nagasaki, nous allons le faire à nouveau ». Hiroshima, Nagasaki! Hiroshima, Nagasaki, going to the Des paroles évidemment abjectes, et il avait finalement été arrêté pour intrusion sur un chantier de construction à Osaka. Et encore d'autres faits marquants, une vidéo YouTube qu'il a publiée le montre masqué criant Fukushima aux travailleurs qui lui demandent de quitter le site. Il a ensuite été condamné à une amende de 200 000 yens par le tribunal japonais pour avoir joué de la musique à nouveau très fort dans un restaurant du Gyodon. Et pendant le procès, Ismail s'est excusé pour ses actions, affirmant qu'il ne comprenait pas pleinement les conséquences juridiques de son comportement en Corée du Sud. Il a contesté les allégations liées au deepfake, par exemple, qui utilisait l'image du streamer coréen. Par contre, il a admis d'autres accusations impliquant des perturbations publiques et l'obstruction aux opérations commerciales. Le tribunal, lui, a rejeté sa demande de clémence et l'a condamné donc à 6 mois d'incarcération. Donc là, on parle du point de vue de la Corée du Sud. C'était le tribunal. Et je me dis, c'est fou parce qu'avec tout ce qu'il fait depuis des années, le gars a 6 mois d'incarcération. Dites-nous en commentaire si vous en voulez un peu plus. Je crois qu'il avait déjà eu des petites tapes sur la main. Des travaux d'intérêt, je crois. Oui. Là, après... Peut-être lié au Japon, d'ailleurs. Je suis plus sûr de moi. Là, on arrive sur de la prison, ouais.
Et pour entamer notre rubrique société, on va parler d'une garde à vue, les fameuses gardes à vue dont on vous parle de temps en temps avec Charlie dans ce podcast Actualité. Et cette fois-ci, on est sur du pas mal, j'ai l'impression, Charlie. On est sur du 10 jours de garde à vue pour le vol d'un sandwich à 2€. Alors, qui dit mieux? Ça s'est passé le 17 mars, et pourquoi ça fait un petit peu la une, ou en tout cas nous, pourquoi on en parle? Eh bien, c'est parce que ça concerne une célébrité, je mets ça avec des guillemets, c'est une célébrité japonaise qui s'appelle Sakaguchi Hanli, qui est une sorte d'idole, on va en parler un petit peu plus bas, et qui a volé à la mi-mars dernière, donc un sandwich de 300 yens dans un combini, dans une supérette, c'est-à-dire à peu près 2€, comme on le disait. Alors les autorités japonaises l'ont retenue en détention, et ça pendant un peu plus d'une semaine. Et pourquoi elle est restée aussi longtemps, entre guillemets, c'est parce que c'est quand même pas son premier fait d'armes, on va dire. Elle a une certaine série de déboires, on va en parler aussi juste après. Alors cette arrestation a conduit de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux, notamment de personnes qui se demandaient pourquoi la police la retenait si longtemps pour un si petit délit, alors que d'autres crimes bien plus importants au Japon étaient balayés sous le tapis, et pour ça il vous suffit d'écouter nos précédents podcasts actu et vous en trouverez sans doute quelques-uns. Alors Sakaguchi Hanli, elle est connue du public, déjà parce que sa mère était une star de drama japonais dans les années 70, donc c'est une actrice connue du nom de Sakaguchi Ryoko, qui est décédée en 2013. À l'époque, donc Hanli n'avait que 22 ans, et elle avait déjà commencé à suivre les traces de sa mère. Elle travaillait comme talento, comme on dit, dans des spectacles de variété et dans l'industrie du divertissement au Japon. Alors selon de nombreux internautes qui relayent un petit peu la légende, c'est la mort de sa mère qui aurait impacté sa santé mentale et qui expliquerait que du coup depuis elle aurait des écarts de comportement. Parce qu'en effet la star a pas mal de soucis, notamment du côté financier, puisque l'héritage de sa mère aurait déjà presque entièrement été dépensé dans les aménagements funéraires à sa mort. Peu après, la jeune femme s'était lancée dans l'industrie pour adultes en tournant des vidéos pour gagner plus de revenus, et depuis on a un petit peu l'impression que les frasques s'enchaînent, elles multiplient les arrestations. Par exemple en 2017 elle avait déjà été arrêtée pour suspicion d'extorsion envers son partenaire de l'époque, donc finalement elle n'avait jamais été inculpée. En 2022 elle s'était mariée, elle menait une vie en apparence un peu plus stable qu'avant, mais malheureusement son couple s'est brisé un petit peu plus tard, et son ex-compagnon et elle donc s'accusent mutuellement de violence sur les réseaux sociaux, et depuis elle travaille dans des boîtes de nuit et des bars. Alors pourquoi a-t-elle volé ce sandwich? Eh bien, elle a déclaré l'avoir fait pour l'adrénaline de cet acte, et non pas en raison d'un problème d'argent. Pour 300 yens, on veut bien la croire. Je te coupe, Gaël, ça me rappelle une histoire mais plus personnelle. J'ai un ami à la fac qui volait des petits pains parce que ça lui procurait la même chose, donc je veux bien la croire. Il se sentait puissant, il me disait. Est-ce que c'est pas lui l'ex-compagnon de Sakaguchi? Mais je lui demanderai au cas où. Ok. Il est parti au Japon. Ah oui. Alors depuis, Sakaguchi a été libérée de sa garde à vue, bien entendu. Donc elle a fait une apparition fin mars, le 29 mars, sur la chaîne Junia, où elle a expliqué qu'elle avait de l'argent, mais qu'elle avait juste commis ce vol mineur pour, je cite, le frisson de l'expérience. Alors son arrestation, en tout cas sa garde à vue plus longue que d'habitude pour un délit aussi mineur, pose donc question. Mais ce qui peut aussi expliquer cette arrestation assez longue, c'est aussi la célébrité de Sakaguchi. On sait que les Japonais aiment bien faire des exemples, et bien en l'occurrence la police a imposé cette sanction assez stricte, car elle savait que celle-ci serait médiatisée, donc on n'aime pas, comme on dit, le clou qui dépasse. Alors un journaliste de télévision s'est adressé de manière anonyme au magazine Friday Digital en disant « Lorsque la police arrête une personne célèbre, même s'il s'agit d'une infraction mineure, l'information sera divulguée aux médias. Lorsque l'information est publique, elle devient une occasion de montrer l'exemple afin de dissuader la criminalité. » Et ça me rappelle une vidéo que j'avais vue mais il y a très longtemps avec Ariana Grande qui rentre dans une boulangerie et qui se met à lécher des beignets qu'il y avait sur des beignets ou des donuts, je sais plus trop quoi, sur la boulangerie. Et des fois tu peux rentrer dans une boulangerie et toucher les... Enfin tu le fais pas mais tu pourrais attraper des cookies. Là elle passait sa langue sur les gâteaux. Peut-être que ces gâteaux valaient du coup beaucoup plus cher après. Je sais pas s'il y a des kaiten boulangeries, Charlie, mais en tout cas au Japon, les kaiten sushi ont maintenant des coupoles sur tous les sushis qui tournent, à cause de ça justement, à cause de jeunes qui avaient mis un petit peu de salive, je crois, sur les sushis.
Et pour poursuivre sur notre catégorie société japonaise, nous allons parler de démographie. J'ai l'impression que c'est un sujet qui revenait tous les mois et que l'on n'avait pas mis de côté, mais en tout cas on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Eh bien je suis ravi que ce soit le cas ce mois-ci. Ici on va parler du fait que le problème démographique au Japon se révèle sous un nouveau jour avec une nouvelle étude qui montre que les jeunes femmes japonaises sont pour la première fois, d'après des statistiques, plus nombreuses que les jeunes hommes à ne pas vouloir d'enfants. Et cela, on l'apprend dans le rapport annuel Roto Pharmaceuticals sur 400 hommes et femmes âgés de 18 à 29 ans. Lorsque l'on demande à ces jeunes gens s'ils veulent des enfants à l'avenir, 62,6% ont répondu qu'ils n'en voulaient pas, contre 56,6% l'année précédente, soit la 3e année consécutive que le non l'emporte sur le oui. Donc ça, c'est une première chose, mais c'est surtout la répartition des sexes qui étonne le plus. 64,7% des femmes de ce groupe ont déclaré qu'elles ne voulaient pas d'enfants, et ça dépasse les 60,7% des hommes qui ont dit la même chose. C'est la première fois donc que les femmes sont plus nombreuses dans une étude à afficher cette opinion par rapport aux hommes. Et même si ça paraît un peu logique pour ce qui est des raisons qui poussent ces femmes à répondre non à cette question, il y a par exemple le fardeau économique d'avoir des enfants. Enfin, le fardeau, c'est comme ça que le rapport le note, puisqu'en effet les femmes craignent plus que les hommes ce fardeau économique, 71,7% des femmes contre 63,2% des hommes. Il y a aussi l'impact sur leur carrière, et ça on en avait déjà parlé dans des podcasts, puisque le rôle de la femme dans la famille et dans le milieu du travail est quand même assez encore compliqué pour les femmes pour pouvoir s'épanouir sur tous ces côtés-là. C'est aussi pour ça que parmi les pays les plus avancés économiquement, c'est le Japon qui arrive souvent dans les tout derniers concernant la place de la femme. Par exemple, il y a 66% d'entre elles qui déclarent qu'elles envisagent de changer d'emploi ou de changer de poste au sein de leur entreprise une fois qu'elles vont commencer à élever des enfants. Donc c'est une question que parfois on ne se pose pas dans d'autres pays aussi économiquement avancés. Et donc voilà, on voulait vous en parler puisque les résultats de l'enquête Roto démontrent le paradoxe de la société japonaise. D'une part, il y a un Japon qui doit augmenter son taux de natalité pour compenser le déclin rapide de la population. On vous parle de temps en temps du gouvernement qui va mettre en place des programmes, des plans pour essayer de relancer cette natalité. Alors je ne sais pas s'ils ont prévu d'envoyer un courrier à tous les jeunes de 29 ans ou moins, comme ici en France, mais en tout cas ils ont plein d'autres plans, même par rapport aux réseaux de rencontres, aux réseaux sociaux de rencontres. D'autre part, il y a aussi les Japonais et Japonaises qui ne semblent pas désireux de se marier et encore moins de fonder une famille, ce qui fait que face à ces statistiques, 44,3% des foyers japonais pourraient être composés d'une seule personne d'ici 2050 selon l'étude, et c'est ce chiffre je pense qu'il faut retenir surtout de cette news. Donc presque la moitié des foyers japonais pourrait être composé donc d'une seule personne. Et quand on dit foyer, il ne s'agit pas d'avoir forcément des enfants derrière, c'est juste ça vous compte comme un foyer si vous vivez seul. Alors peut-être que le Japon n'envoie pas de courrier aux femmes de moins de 29 ans, par contre j'ai vu qu'il y avait une deuxième préfecture du Japon qui avait envoyé de l'argent aux personnes pour qu'elles utilisent une application de rencontre. Donc c'est fait un petit peu différemment, mais voilà, si pour encourager en tout cas les concitoyens à ne plus être célibataires, eh bien on paye directement leur abonnement à des applications de rencontre au Japon. Alors, comme chacun le sait, au Japon, en été, il fait chaud, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, mais en été, on a ce qu'on appelle une graduation, qu'on aime bien, comme au Japon, on aime bien classer les choses, et bien, il y a une graduation pour nommer les jours où il fait une certaine température. Alors, il y a même un tableau, en fait, qui a été établi avec les mots selon le type de journée. Par exemple, quand il fait plus de 25 degrés, on appelle ça un natsubi, donc un jour d'été. Quand il fait plus de 30 degrés, c'est un manatsubi, un autre type de jour d'été. 35 degrés et plus, c'est un moshobi, donc ce qu'on appelle une journée de chaleur extrême. Et bien désormais, il y a un nom pour les journées où la température atteint 40 degrés et plus. Et ces jours maintenant seront nommés les kokushobi, donc c'est-à-dire les journées de chaleur extrême. Alors pour rappel, la température record du Japon, elle a été atteinte l'année dernière, en 2025, en août, dans la préfecture de Gunma.
et la température a grimpé jusqu'à 41,8 degrés. Alors c'est un record, bien entendu, il ne fait pas cette température tous les jours à Gunma, mais malgré tout, les journées où la température de 40 est atteinte sont de plus en plus nombreuses au Japon. Alors il n'y en a pas, encore une fois, il n'y en a pas toutes les semaines, mais puisque ces journées ne sont plus exceptionnelles, il a fallu trouver un nouveau nom. Et c'est ce qu'a fait l'agence météorologique du Japon le 17 avril, et du coup, le terme de kokushobi peut maintenant être utilisé pour ces journées de 40 degrés et plus. Alors il y avait eu un sondage en réalité effectué par la JMA, donc l'agence météorologique japonaise, et dans ce sondage il y avait 13 options qui étaient proposées et le public a voté, donc un peu plus de 200 000 votes quand même pour ce terme de kokushobi. 13 options, ils étaient motivés quand même. Ah oui, ils avaient vraiment laissé le choix. Et pour le coup, le deuxième mot qui a failli être choisi, enfin failli, je dis ça, mais il y a quand même eu 3 fois moins de votes, 66 000 votes, c'était Chomoshobi, donc pour journée de chaleur très extrême. Et parmi les réponses, d'ailleurs dans l'enquête, il y avait une question ouverte, il n'y avait pas seulement ces 13 options, et il y a eu des suggestions, un certain nombre de suggestions, dont certaines par exemple, journée dangereuse et extrêmement chaude, alors ça peut-être qu'ils se le gardent pour les 45 degrés et plus, ou alors il y a eu, moi ça m'a beaucoup fait rire, quelques petits malins qui ont proposé journée de séjour à la maison, voilà. Ah oui. Ils ont réussi à détourner le truc. Alors le Japon n'est pas le seul, bien entendu, dans le monde à subir le réchauffement climatique. Nous, on vous en parle avec Charlie d'ailleurs tous les printemps. Souvent en fait régulièrement, en tout cas, les températures élevées en début de printemps conduisent à une floraison des cerisiers précoce, parfois même jusqu'à 10 jours plus tôt que la moyenne. Alors cette année, c'était un petit peu plus tôt, mais quand même pas 10 jours plus tôt. Et il faut noter d'ailleurs qu'au mois d'avril, on a eu une température record. Le 11 avril, 30,3 degrés a été enregistré dans le quartier de Suruga, dans la ville de Shizuoka. Alors évidemment, comme toujours avec les records, c'est un instant T, une ville, c'est pas dans tout le Japon où il a fait 30 degrés, bien loin de là. Malgré tout, les températures moyennes, donc la JMA prévient qu'elles devraient à nouveau dépasser les moyennes habituelles en 2026, donc cette année, ce qui n'empêche pas de voyager en été bien entendu, mais l'agence appelle les Japonais à se préparer, comme les années précédentes, à des journées de chaleur assez sévères. Et parmi toutes les conséquences néfastes que peut avoir le réchauffement climatique sur notre vie au quotidien, Gaël, il y en a que l'on n'aurait pas soupçonné, qui sont d'ailleurs peut-être même un peu plus positives. Face à cette donnée où l'agence météorologique japonaise nous indique que les étés sont toujours de plus en plus chauds, le gouvernement métropolitain prend certaines mesures. Donc là, on se dirige du côté de Tokyo, qui va réviser des règles vestimentaires au sein de l'hôtel de ville, ou autrement dit aussi la mairie de Tokyo. Les employés ont désormais le droit de porter des shorts, et c'était une chose encore inimaginable jusqu'il y a quelques temps. Ça montre un assouplissement des règles dans le cadre des initiatives Coolbiz. Ouais, c'est un truc qui existe depuis 20 ans au Japon. Et ça a commencé par les chemisettes et le droit de ne plus porter de cravate. Eh bien, on poursuit le progrès, Gaël, puisque avec ce début de l'année administrative qui commence au Japon dans la saison du printemps, depuis le 3 avril, les employés travaillant dans la mairie de Tokyo, au bâtiment qu'on appelle le Tocho, sont autorisés à porter des shorts, mais aussi des t-shirts, donc des tenues plus légères pour mieux résister à la chaleur et être aussi de façon plus confortable dans les locaux pour évidemment assurer derrière une bonne productivité. C'est aussi pour des raisons de santé, empêcher certains coups de chaleur qui peuvent nuire évidemment à la santé de ces employés. Quelque chose qui est nouveau, c'est un système d'alarme pour les pics de chaleur, et ce système avertit les employés de rester au frais et de s'hydrater. Donc ça fait une sorte de petit reminder pour pouvoir se garder l'esprit au frais toute la journée. Autre point positif lié à cette nouvelle tenue vestimentaire qui est autorisée, c'est la réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments, puisque ça peut avoir un impact, évidemment, le fait d'utiliser tout le temps des climatiseurs de façon très forte au Japon. Là, on peut peut-être un peu baisser de quelques degrés les besoins pour avoir des pièces fraîches. Si on est moins habillé, peut-être en tout cas si on a des vêtements adaptés, on est toujours habillé de haut en bas, si on a des vêtements adaptés, on n'est pas obligé de mettre la clim aussi forte. Et du côté des employés, on a l'impression que ceux qui ont été interrogés sont plutôt contents de cet assouplissement, ça leur apporte beaucoup plus de confort au quotidien. Par contre, il y a une réaction du public sur les réseaux, notamment les réseaux sociaux, qui est plus mitigée, plus critique, puisque on indique que ici on fait une entorse à la tradition japonaise. C'est vrai que c'était pas très courant de pouvoir se vêtir de la sorte, surtout dans des endroits
public, ou en tout cas où il y a des fonctionnaires, mais les choses avancent petit à petit. On le reproche par exemple que ce serait des tenues trop décontractées pour représenter l'administration du gouvernement. Il y a d'autres questions auxquelles, c'est vrai, quand on n'est pas habitué, on ne se la poserait pas. Eh bien, c'est la question par exemple de la pilosité pour les hommes, puisque la barbe déjà est assez mal vue dans certains lieux d'administration. Pourquoi est-ce que les hommes pourraient avoir des poils sur leurs jambes? Donc on va voir quelles vont être les réactions à la fois des employés, des personnes qui vont voir ça de leurs propres yeux et aussi de l'administration. Donc ça, peut-être qu'on vous tiendra au courant là-dessus, mais pour l'instant, de ce que l'on peut en voir en vidéo, ce serait plutôt des mesures qui affectent, qui soient possibles pour des personnes qui ne sont pas en contact direct avec la clientèle. Donc c'est vrai que la mesure peut être vite discutée si tout le monde n'est pas autorisé à l'appliquer. Notamment la clim, on ne va pas mettre la clim à certains endroits plus ou moins forts selon son type de métier. Donc voilà Gaël, quelques conséquences du réchauffement climatique de manière un peu plus cocasse peut-être, et avec toujours pareil des mesures qui s'assouplissent petit à petit pour le Japon. Alors on va parler maintenant un petit peu de rugby, en tout cas de règles de visa liées au rugby, tout simplement liées à la naturalisation. Alors quiconque a vu un match de rugby qui impliquait l'équipe de rugby japonaise, eh bien c'est sans doute fait la remarque qu'il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs qui ont l'air japonais, en tout cas d'un premier abord. Et ça, eh bien la ligue japonaise de rugby est en train de se bagarrer justement avec les officiels japonais, et il y a une trentaine de joueurs de League One, donc l'espèce de top 14 japonais, dont un grand nombre de joueurs étrangers qui ont obtenu la nationalité japonaise, qui a déposé plainte auprès de la commission japonaise du commerce équitable, et ils ont aussi déposé une requête auprès du tribunal du district de Tokyo en exigeant une révision des nouvelles règles qui seraient imposées à l'équipe. Alors ces nouvelles règles, en fait, qu'est-ce qu'elles disent? Elles demandent d'augmenter le temps de jeu des joueurs qui sont nés au Japon dans cette plus importante compétition interclub du pays et par extension dans l'équipe nationale. En effet, la Japan Rugby League One, donc JRLO, veut introduire au sein des joueurs de nouvelles règles, notamment classer les joueurs en catégorie A, A1, A2, etc. Et en fait, ce qu'il voudrait, c'est que la plupart des joueurs éligibles aujourd'hui à pouvoir jouer en équipe nationale, aient des contraintes un peu plus fortes, notamment d'avoir connu une éducation au Japon depuis l'âge de 9 ans. Alors ils le disent pas comme ça, hein, ils disent qu'un joueur doit avoir fait au moins 6 années de scolarité obligatoire au Japon et 30 sélections ou plus pour l'équipe nationale pour être classé A1, et ceux qui passeront en A2 pourraient avoir leur temps de jeu réduit. Et en parallèle, donc les catégories A actuelles qui doivent être au minimum 11 joueurs en même temps sur le terrain, devraient passer en 8 joueurs de niveau A1, donc une contrainte un peu plus dure afin que les nouvelles règles soient respectées. La conséquence, c'est que les clubs de rugby au Japon pourront prendre moins de joueurs nés à l'étranger pour s'adapter à la règle, et ça, c'est une sorte de préférence nationale en fait que souhaite la Ligue. Donc les joueurs concernés ont entamé un dialogue avec la Japan Rugby League dès le mois de janvier en 2026 pour demander une révision des nouvelles règles, mais après plusieurs échanges, aucune révision n'a été apportée. La Ligue s'est montrée assez inflexible, et on voit d'ailleurs que ces nouvelles règles ont déjà un impact sur les négociations de renouvellement de contrat. Donc le directeur de la Ligue, M. Hajime Shoji, a déclaré « Aucun joueur n'est exclu. Nous cherchons à rétablir l'équilibre en faveur des joueurs japonais. » Et en fait, ce qu'on comprend un petit peu à travers ces nouvelles règles, c'est que la Ligue japonaise de rugby voudrait que plus de ces joueurs et l'air japonais, en tout cas, être naturalisé, ou en tout cas avoir l'air étranger, même si on est né au Japon et qu'on a connu son éducation au Japon. Visiblement, c'est pas suffisant. C'est assez étonnant. Alors, on se souvient notamment de Michael Lecht, qui donc a eu une super belle carrière chez les Brave Blossoms, donc l'équipe de rugby japonaise. Il parle japonais, mais c'est vrai, comme il a un look de personne des îles, même s'il est très populaire, ça pourrait déplaire à certaines personnes, on va dire, et c'est peut-être ce qui a conduit la Ligue à changer un petit peu ses règles.
Selon l'Agence nationale de police, le nombre de personnes appréhendées à l'échelle nationale pour des infractions liées au cannabis, y compris la possession et la consommation de cannabis, a été record avec 6832 cas au cours de l'année écoulée. Certains chiffres soulignent la propagation croissante de cette drogue parmi le public le plus jeune, puisque 70% de ce public est âgé de 20 ans ou moins. Le chiffre montre également une augmentation de 754 cas par rapport à l'année précédente. C'est un nouveau record et on va voir qu'il y en a plusieurs autres dans ce genre pour cette news. Par exemple, par groupe d'âge, il y a ceux d'une vingtaine d'années qui représentent 3600 cas, ceux de moins de 20 ans qui représentent un petit peu moins de 1400 cas. Ces deux niveaux-là sont les plus élevés observés au cours de la dernière décennie. Parmi ces jeunes délinquants, il y a 243 cas qui étaient des étudiants universitaires, 315 qui étaient des lycéens et 28 qui étaient seulement au collège. Et la saisie de concentrés de cannabis, comme les formes de liquide qui se propagent de plus en plus, ont totalisé environ 315 kg de saisie au cours de l'année écoulée toujours. Soit plus de 4 fois plus que l'année précédente, c'est aussi là encore un nombre le plus élevé jamais enregistré par la police japonaise. Il y a une enquête aussi de cette même agence nationale de police l'année dernière qui ciblait des personnes appréhendées pour des violations présumées de la loi sur le contrôle de stupéfiants et qui a révélé que 40% des personnes âgées de 20 ans et moins ont appris à connaître les trafiquants qui leur fournissaient donc ces doses par le biais d'internet, dont plus de 90% qui les connaissaient via les médias sociaux. Donc ça encore, on verra à l'avenir comment le Japon gère ce genre de choses. Là en tout cas, on ne nous parle pas de touristes étrangers pour le coup, c'est vraiment de la consommation locale, on va dire presque. Après, on le répète encore et toujours, hein, si vous fumez du cannabis, eh bien surtout abstenez-vous pendant le voyage au Japon, parce que le Japon ne rigole pas du tout avec cette drogue douce. Ne volez pas de sandwich en plus de ça à 2 €, sinon ça va faire beaucoup. Voilà, si vous faites arrêter, peut-être que vous croiserez Sakaguchi Hanley en garde à vue. On a appris de la part du gouvernement qu'ils avaient approuvé une nouvelle mesure en réunion du cabinet le 31 mars dernier qui visait à garantir plus d'abris aux résidents en cas d'attaque armée. Alors c'est un sujet un petit peu de saison, j'ai envie de dire, compte tenu du contexte géopolitique. Alors évidemment le Japon n'est absolument pas concerné par le conflit qu'il y a en Iran, mais se prépare malgré tout, comme tous les pays du monde, à comment protéger sa population en cas d'attaque armée. Donc l'accent a été mis sur l'utilisation d'installations souterraines privées, en particulier celles des centres commerciaux, ainsi que de leurs parkings, qui sont considérés comme offrant des niveaux élevés de sécurité. En gros, le gouvernement a appelé à l'utilisation de ces espaces souterrains de manière plus élargie et souhaite améliorer leurs aménagements pour des séjours de courte durée, justement en cas notamment de conflits armés. Alors comment faire cela ? Tout simplement, il faut les équiper de fonctionnalités, par exemple le stockage de vivres ou alors plus de systèmes électriques. Donc, le gouvernement japonais a également souligné l'importance de développer des installations qu'ils appellent à double usage, c'est-à-dire qui pourraient servir non seulement en cas de conflit armé, mais aussi en cas de catastrophe naturelle. On pense bien entendu au séisme. En gros, il faudrait que plus de citoyens japonais puissent avoir accès à des abris en cas de catastrophe naturelle extrêmement forte. On rappelle évidemment que c'est très très rare, notamment on pense tous au 11 mars 2011, le grand séisme et puis le tsunami qui avait déferlé sur le Tohoku. À Tokyo, il y a eu une journée très compliqué, c'est sûr, mais il n'y a pas eu du tout besoin d'accéder à ces abris. Une information qui pourra peut-être faire écho à cette news Gaël dans les prochains mois, si tu as déjà vu 28 jours plus tard, ou si tu as déjà joué ou regardé d'ailleurs même maintenant Last of Us, peut-être ça pourra te faire penser au patient zéro, le fameux patient zéro que l'on adore dans les films de science-fiction entre autres. Le 5 avril dernier, de nombreuses personnes étaient dans un parc de la préfecture de Hyogo, un parc Gaël qui s'appelle le Suimeidai Edo Higan no Mori.
Ah merci, il fallait quelqu'un qui parle couramment japonais pour m'aider parce que j'ai essayé à plusieurs reprises et c'était un échec. Donc ce parc est célèbre pour ses nombreux sakura afin de profiter de la floraison. Donc c'était encore un peu le cas en avril. Et sous les arbres, une dispute a éclaté entre une femme d'une quarantaine d'années et un homme de 89 ans après que la femme ait fait une remarque sur le comportement de ce monsieur. Même si aujourd'hui encore on ne sait pas quel était le sujet de leur discorde, en tout cas ce qui est sûr c'est que l'homme a fini par mordre la femme au bras. La police a été appelée et quand elle est arrivée sur les lieux, l'homme était calme, tout à fait normal. Il affirmait d'ailleurs qu'il n'avait jamais mordu la femme et il a été placé en état d'arrestation pour suspicion d'agression. Mais alors que les deux officiers tentaient de conduire l'homme à une voiture en patrouille, il s'est senti mal et s'est assis sur le sol. C'est alors qu'on a fait venir une civière pour le porter jusqu'au véhicule. Jusque-là, tout se passe normalement et un officier l'a placé sur la banquette arrière et ils l'ont trouvé un peu palo. Ils l'ont bien entendu conduit à l'hôpital le plus proche, mais l'homme est décédé environ malheureusement 1 heure plus tard malgré les soins du personnel médical. La police dit qu'il n'a pas été physiquement retenu ou autrement manipulé de façon exagérée et cette histoire, pour le moins étrange, a suscité de nombreuses blagues en ligne évoquant une épidémie potentielle de zombies. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure en introduction de cette news de patient 0 puisque en fait c'est lui qui a mordu quelqu'un et qui est décédé par la suite, donc on ne sait pas si c'était un arrêt cardiaque, si c'était une maladie, si après une maladie aussi expéditive, je ne crois pas. Donc il y a une enquête sur la cause de sa mort mais qui est encore en cours, on n'a pas les résultats et si on en sait plus les mois prochains ou s'il y a beaucoup plus de cas de gens qui mordent des gens qui meurent derrière, on vous le dira aussi. Ou s'il n'y a pas de podcast le mois prochain, c'est qu'on est des zombies. Ouais, aussi. Alors vous l'avez peut-être vu dans les médias, notre président Emmanuel Macron s'est rendu en visite au Japon et en Corée du Sud du 31 mars au 2 avril dernier dans un contexte de guerre en Iran qui influe évidemment sur l'économie et la politique internationale. Alors le président français a insisté sur l'imprédictibilité des États-Unis dans ce conflit, ainsi que l'impact des décisions unilatérales du pays sur les relations internationales et le commerce mondial, notamment l'énergie. D'ailleurs, le Japon est assez secoué, on va dire, par ce conflit en Iran au niveau énergétique. Alors cette situation inquiète l'Europe autant que l'Asie du Sud-Est, puisque la menace russe et la menace chinoise pèsent sur les deux continents, notamment via la guerre en Ukraine, la Corée du Nord, Taïwan, etc. À cela s'ajoute la position des États-Unis qui remettent en question la protection qu'ils apportent à leurs alliés et qui ont fortement poussé à une intervention militaire dans le détroit d'Ormuz ces dernières semaines après leur intervention en Iran, et ce malgré la prudence de Takaichi dont on avait parlé le mois dernier lors de sa rencontre avec M. Trump sur le sujet. Et l'imprédictibilité des USA que cite Emmanuel Macron, eh bien il l'a beaucoup comparé à la fiabilité de l'Europe et de la France, en faisant même un argument diplomatique. Et là on va pas écouter l'IA, on va directement écouter le président. La prévisibilité a de la valeur. Et nous l'avons montré toutes ces dernières années, oserais-je dire encore ces dernières semaines. Nous sommes là où vous savez que nous irons. C'est pas mal par les temps qui courent. Croyez-moi, ça a de la valeur. Parce que quand vous avez des gens qui vous disent « nous, on va beaucoup plus vite », mais vous ne savez pas si après-demain, ils seront encore à cet endroit. Et si demain, ils ne vont pas prendre une décision qui peut vous heurter, sans même vous prévenir, c'est à considérer. Cette affirmation, elle, fait écho au fameux malaise de la rencontre entre Takaichi et Trump du mois dernier, quand une journaliste avait demandé pourquoi les USA n'avaient pas prévenu leurs alliés avant leur offensive en Iran, et que le président américain avait répondu en ironisant sur Pearl Harbor et le goût des Japonais pour les surprises. Et oui, le président français a mis en avant les notions de paix et de valeurs démocratiques face au président Donald Trump qui bafoue le droit international. Il a aussi plaidé en la faveur d'une coalition des indépendants, une sorte de troisième voie en opposition aux deux puissances que sont les États-Unis et la Chine. Et selon lui, cette coalition pourrait se faire sur la base du lien entre le Japon et la France, par exemple, comme il l'avait déjà évoqué l'an dernier lors d'une prise de parole à Singapour, une coalition qui unirait les pays européens, les États asiatiques et quelques grands pays émergents comme l'Inde ou le Brésil. Et du côté de la Corée du Sud, une fois qu'il était dans la salle des conférences de la Fédération des industries de Corée, ce qu'on appelle la FKI,
à Séoul, il a à nouveau utilisé l'argument de la prédictibilité, cette fois pour promouvoir la France auprès des chefs d'entreprise, ceux comme Samsung ou encore Hyundai. La visite a permis de renforcer les coopérations entre la France et le Japon, mais aussi avec la Corée du Sud, dans divers domaines, puisque Emmanuel Macron était accompagné de la ministre des Armées, Catherine Vautrin, et du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. La visite s'est soldée par la signature d'une 60aine d'engagements dans le nucléaire civil, le spatial et les terres rares, donc ce qui est assez bien joué, en tout cas, de très bons chiffres. Et en petite note, avant de te passer la main, Gaël, on peut dire que notre président Emmanuel Macron, à la fin de sa visite au Japon, a également partagé un déjeuner avec le couple impérial japonais, une rencontre qu'il a partagée sur son compte X avec une image de leur poignée de main. Il se dit d'ailleurs très heureux de retrouver l'empereur et l'impératrice et souhaite continuer d'œuvrer main dans la main avec eux. Donc une belle image sur les réseaux sociaux. Oui, et Charlie, tu sais, je suis très très jaloux d'Emmanuel Macron. J'ai fortement pensé à toi à ce moment-là. Ah oui, parce que pendant cette rencontre, eh bien, monsieur Macron s'est fait offrir un cadeau assez particulier, une illustration signée de la main même du réalisateur Hayao Miyazaki, que l'on connaît évidemment comme cofondateur du studio Ghibli. Et plus précisément, eh bien, c'est une image tirée du film Porco Rosso et dédicacée par le maître qui a été offerte à notre président. Ton film d'animation préféré qui, si ça se trouve, a été donné à quelqu'un à l'Élysée, où ça se trouve il y a des fichiers dessus, des fichiers très importants, mais... J'espère pas. Alors, si d'ailleurs quelqu'un nous écoute à l'Élysée et qui retrouve cette illustration sous une pile... C'est un petit cochon. Petit cochon avec un impair, qu'ils n'hésitent pas à nous l'envoyer, parce que nous, on le mettra en bonne place. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. Alors sur cette illustration, on retrouve l'inscription Macron-sama en japonais, la date de création de l'illustration bien sûr, et aussi un petit gomen, un petit désolé, en excuse pour ne pas avoir offert le cadeau en main propre. Et pour remercier le réalisateur, Emmanuel Macron a posté une photo du cadeau sur son compte Instagram avec un message en français et en japonais qui dit « Porco Rosso oppose à la brutalité du monde une irréductible idée de liberté. À l'heure où nous devons défendre la paix, nos démocraties et la liberté, merci infiniment à Hayao Miyazaki pour cette œuvre que je reçois avec une profonde gratitude. » Et oui, en effet, Emmanuel Macron fait référence au contexte de Porco Rosso, donc un film d'animation qui se déroule entre la Première et la Seconde Guerre mondiale et qui dépeint la montée du Parti national fasciste en Italie, donc pas très loin de la France. Et le cadeau rappelle la position anti-guerre de Miyazaki dans un moment de conflit qu'on citait tout à l'heure dans les régions du Moyen-Orient. Alors j'ai aussi vu passer quelques petits commentaires qui disaient oui, Miyazaki en fait a écrit Gomen-ne, donc excusez-moi pour le président français, en montrant Porco Rosso, parce que Porco est une figure justement antifasciste. Après, je pense pas qu'il faille aller chercher aussi loin. En tout cas, encore une fois, Charlie, je suis très très jaloux que ce beau celluloïde ne nous soit pas revenu. Mais après tout, nous ne sommes pas présidents. Si vous voulez en apprendre plus sur le rapport de Miyazaki aussi avec les conflits armés, eh bien vous pouvez réécouter notre podcast où on détaille pas mal de visions du monde de ce grand artiste qu'est Hayao Miyazaki. Ouais, un de nos plus longs podcasts, Charlie, et c'était un plaisir de l'enregistrer. Le président Macron a également effectué, Gaël, un petit geste bien connu que l'on a tous fait, nous, dans la cour de récré. Après, lui, dans sa cour de récré, je suis pas certain qu'il l'ait fait jeune. Il faisait pas de caméra, je pense pas. Mais en tout cas, il a eu l'honneur de partager un Kamehameha avec Sanae Takaichi lors d'une de leurs déclarations communes lors de ce séjour au Japon et en Corée. Ça s'est déroulé le 1er avril dernier. Donc ça s'est fait aussi devant les caméras. Un Kamehameha très timide, de la part des deux, surtout d'Emmanuel Macron, mais un Kamehameha quand même. Toujours dans notre partie politique, mais on quitte notre président français. Lors d'une conférence de presse le 10 avril dernier, Norimi Onoda, ministre en charge de la stratégie en intelligence artificielle, a déclaré « Je ne ressens pas moi-même le besoin d'utiliser l'IA dans mon travail pour le moment, donc je l'utiliserai si nécessaire. Je reconnais que c'est un outil très utile, et je travaille dur pour soutenir fermement l'IA,
cela conduira à la croissance du pouvoir national. Mais elle a aussi mis en garde sur les failles de l'IA qui peut faire des erreurs et a souligné la nécessité de sensibiliser le public sur ces points-là. Elle a aussi admis que l'impact de cette IA était non négligeable sur le développement des enfants dans leur phase d'apprentissage. Elle a expliqué que le gouvernement devait travailler à élargir les possibilités d'utilisation de l'IA pour les enfants, y compris dans le domaine de l'éducation, mais en prenant en compte les caractéristiques de cette dernière et en l'utilisant de manière appropriée. Donc essayer de rendre intelligent le fait d'utiliser l'IA à bon escient. Ça me fait beaucoup rire cette news, Charlie. Ok. C'est comme si la ministre de la Culture disait non, mais moi je lis pas de livres. Oui. Ou la ministre du Travail qui disait oulala, travaillez. Mais vous êtes fous. On nous dit que l'IA, en tout cas pour l'apprentissage, c'est quand même pas forcément terrible. Et en même temps, de s'en servir forcément, alors qu'on pourrait peut-être attendre. Mais ça veut dire que le progrès l'impose à toutes et tous, malheureusement. Peut-être qu'elle va recommander d'utiliser l'IA sur des disquettes. On ne prône pas l'IA ou on n'est pas contre l'IA ici, mais c'est vrai que dire que ça nuit à l'éducation et de l'imposer dans les programmes d'éducation, c'est cocasse. Et on va parler maintenant de Visa. Je crois qu'on en avait parlé déjà en podcast actu ensemble, Charlie. Eh bien, la réglementation japonaise s'est durcie ces derniers temps concernant eh bien, notamment le renouvellement des visas. On avait cité notamment l'augmentation des coûts pour faire renouveler ces visas pour les expatriés qui sont au Japon. Et bien là, on va parler plus précisément du visa Business Manager. Et bien, c'est le visa qui concerne les représentants gestionnaires d'entreprises, en tout cas les dirigeants d'entreprises étrangers au Japon. Alors pourquoi on va en parler ? Eh bien parce qu'à la suite du durcissement de cette réglementation, eh bien le nombre de demandes de renouvellement ou de création de business manager a chuté de 96%, donc c'est-à-dire qu'il a quasiment totalement disparu. En effet, il est passé d'une moyenne mensuelle de 1700 demandes à seulement 70. Alors comme on le disait, donc ce visa permet aux étrangers de résider au Japon tout en créant ou en gérant une entreprise, mais les conditions d'obtention sont désormais beaucoup plus restrictives. En effet, le capital social, donc c'est-à-dire l'argent qu'on met dans une entreprise pour la créer, est passé d'un minimum de 5 millions de yens, c'est-à-dire à peu près 30 000 euros, à 30 millions de yens, c'est-à-dire 160 000 euros, donc 6 fois plus. Aussi de nouvelles qualifications sont exigées. Il faut notamment avoir minimum 3 ans d'expérience en gestion ou alors un master ou équivalent en gestion d'entreprise. Il faut aussi employer au minimum un salarié à temps plein et avoir un business plan qui doit être validé par un consultant en gestion de PME certifié. Donc ce sont des barrières quand même qui sont assez élevées. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 41 600 titulaires de ce visa et seulement 4% d'entre eux, c'est-à-dire à peu près 1600, rempliraient les conditions de la nouvelle exigence de capital, donc c'est-à-dire de 30 millions de yens. Et pourquoi c'est pas drôle en fait ? Eh bien, c'est parce que cette mesure s'applique non seulement aux nouvelles créations, mais aussi au renouvellement de visa. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez aujourd'hui, si vous êtes business manager d'une entreprise, vous avez un visa en fait de gérant d'entreprise qui a été créé au Japon et que votre capital social était donc de 5 millions de yens, c'est-à-dire à peu près 30 000 euros, et bien au moment de renouveler votre visa, donc c'est-à-dire jusqu'à 2028, eh bien on va vous dire il faut que ça monte à 30 millions, c'est-à-dire il faut passer à 160 000 euros de capital social. Donc là il y a un risque assez fort, si jamais le Japon ne revient pas en arrière ou n'allège pas un petit peu ses contraintes, il pourrait y avoir un grand nombre d'entreprises étrangères au Japon qui fermeraient leurs portes dans tous les secteurs d'activité à cause justement de ces nouvelles contraintes. Et on pense notamment, là je pensais à Keikaku Japan, donc tu as interviewé récemment Sébastien, donc, qui est directeur de filiale d'une agence de voyage au Japon, donc concernant le podcast très intéressant d'ailleurs que tu as enregistré, Charlie, sur les geishas et diffusé ce mois-ci. Et bien Sébastien a eu un visa de business manager pendant très longtemps et tout simplement il n'aurait pas pu rester au Japon si ces nouvelles conditions avaient été mises en place à l'époque. Donc on va suivre ça d'assez près parce que on a un certain nombre que ce soit des copains ou des gens qu'on connaît pas, mais de personnes en tout cas d'expatriés qui sont au Japon, qui font un travail très sérieux et qui ont une entreprise qui tourne et qui pourraient être mis dans la panade et devoir quitter le pays juste pour des contraintes réglementaires beaucoup plus dures. Oui, puisque là, on a en principe jusqu'à 2028 avant que ça arrive. Donc, en termes de business, c'est très très court.
Et Gaël, avec ce que tu nous dis sur ces nouvelles mesures concernant le visa business, eh bien, ça peut rentrer en contraste avec de nouvelles restrictions visant aussi les entrepreneurs. Cette fois, on va parler du visa des travailleurs aux qualifications spécifiques. Face à la pénurie critique de personnel dont on parle régulièrement dans notre podcast, notamment dans divers domaines comme l'industrie, les hôpitaux et les restaurants, le gouvernement a mis en place un visa travailleur aux qualifications spécifiques en 2019, ce qu'on appelle aussi le Specified Skilled Worker, qui a été conçu pour attirer des talents internationaux, alors des talents dans des domaines préétablis par le Japon, selon ses manques on va dire. Pour qu'ils puissent intégrer le pays, on leur demande une maîtrise fondamentale du japonais qui est obligatoire, et aussi on leur fait une expertise professionnelle sur place pour prouver qu'ils sont aptes à travailler. Donc ça passe par des examens spécifiques dans le domaine dans lequel ils vont être employés. Le gouvernement, il devait accepter au total 820 000 travailleurs jusqu'à 2028, dont 50 000 dans la restauration, car c'est le secteur qui demande le plus de main-d'œuvre qui est manquante à ce jour. Mais les demandes des entreprises sont si élevées qu'en mai prochain, on va déjà atteindre le quota qui était fixé à 2028. Et le 13 avril dernier, le Japon a officiellement suspendu de nouvelles candidatures pour le secteur notamment de la restauration, ce qui veut dire qu'il y a pas mal, je suppose, d'étrangers qui ont déjà postulé pour ce type d'emploi. Et pourtant, il y a de vrais besoins des entreprises et aussi dans le service public dont on parlait tout à l'heure. Les restaurants des hôpitaux, par exemple, ou des établissements de soins sont touchés, ce qui fait qu'on a aussi besoin de personnes étrangères pour travailler dans des lieux qui n'accueillent pas forcément majoritairement d'étrangers. Là, on parle d'endroits fréquentés évidemment par les Japonais et Japonaises, comme les hôpitaux. Ouais, y a beaucoup de Japonais qui ne veulent plus travailler en restauration, tout simplement. Et par la même occasion, il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent, qui maîtrisent un petit peu japonais et qui peuvent travailler en restauration. Mais c'est vrai que là, avec 2 ans d'avance, d'avoir écoulé le stock entre guillemets de visa, si le gouvernement japonais n'augmente pas à nouveau ce quota, ça risque d'être rapidement très compliqué. Et puis on donnait l'exemple dans un podcast, si vous ne l'aviez pas entendu, de ryokan, donc des endroits où on fait de la cuisine traditionnelle et on héberge de façon traditionnelle. Eh bien on peut parfois, alors c'est encore très rare, mais c'est des endroits dans lesquels vous pouvez trouver au final des étrangers puisque on est en pénurie de main d'œuvre. Et on en arrive désormais, Gaël, en fin de podcast, à notre partie dédiée à la culture pop au Japon. Et on va commencer avec une news qui fait écho à un sujet dont on a déjà parlé, mais par contre qui est mis à jour, d'ailleurs mis à jour dans sa version la plus positive, puisque le Japon a bien compris que sa culture liée aux animés, aux mangas, aux jeux vidéo ou encore à la musique, eh bien participait très largement à étendre son soft power, donc le pouvoir par la culture. Le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie a fixé d'ailleurs des objectifs de croissance assez fous pour les années à venir. Donc dans le secteur de l'animé à l'étranger, on veut une croissance pour les années à venir de plus de 186% de ce qui existe actuellement et plus de 253% pour les jeux vidéo japonais par exemple à diffuser à l'étranger. Et ça c'est dans les 10 ans je crois, c'est ça ? C'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais c'est dans les 10 ans à venir. Lors d'une réunion du groupe d'études sur les politiques de l'industrie et du divertissement qui s'est tenue fin mars, eh bien, le ministère a indiqué la valeur des revenus de l'animé à l'étranger qui était de 2,1 billions de yens en 2024, soit environ 13 milliards d'euros, un petit peu moins. Le gouvernement veut tripler à peu près ces chiffres au cours des 10 prochaines années, en passant à 6 billions de yens, soit 6 000 milliards de yens. Je vous laisserai faire votre petit tableau Excel d'ici 2033. Et pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a présenté une variété de stratégies et de campagnes possibles à mettre en place, par exemple des incitations fiscales, un soutien budgétaire aussi pour la production et la promotion des œuvres japonaises. Parmi d'autres stratégies liées à l'expansion, il y aurait aussi l'expansion de plateformes de distribution d'animés et de mangas, le soutien financier pour des adaptations aussi dans d'autres langues. Tout ça ferait en sorte que l'animé et le manga pourraient aller bien au-delà des frontières nippones, même si c'est déjà le cas, ils veulent vraiment accroître tout ça. Par exemple, dans le jeu vidéo, on veut faire des efforts beaucoup plus poussés en termes d'industrie sur le jeu mobile et sur le jeu PC. Pour l'animé, on veut produire plus de blockbusters.
Pour le manga, on veut réduire le piratage, ça on en parle de temps en temps, parce que c'est vrai que le piratage au Japon est très mal vu et très contrôlé de plus en plus. On veut donc promouvoir aussi la distribution légale et légitime de ces œuvres-là. Côté musique, on veut favoriser la création de fandoms et attirer de nouveaux fans grâce à des événements en direct. Donc on a plein d'idées positives, et pour les live action, on veut aller vers des productions de blockbusters en tenant compte de la distribution mondiale. L'objectif de croissance de la taille du marché à l'étranger entre 2024 et 2033 est le suivant. Côté jeux vidéo, on veut augmenter les revenus que ça génère avec 253% d'augmentation. Côté animé, on souhaiterait une augmentation de 186%. Côté manga, une croissance de 230%. Côté musique, une croissance de 400 à 900%, et enfin côté live action, une croissance de 400%, donc de très grosses augmentations. Donc c'est vrai que récemment on a vu qu'il y a des blockbusters d'animés qui sortent comme Demon Slayer, qui avec ses 2 films a complètement cartonné. Il y a Your Name aussi qui a frappé fort avec son film à l'étranger, sauf que le risque c'est de finir par avoir des films qui ressemblent davantage à un box-office américain et qui perdraient peut-être petit à petit cette spécificité japonaise que le public japonais et étranger aiment tant. Donc à voir à l'avenir ce que ça donne, le fait de promouvoir autant cette culture-là à l'étranger. Est-ce que justement cette culture va pas s'adapter au public, vu qu'on va chercher un public qui est différent de celui du Japon? Peut-être qu'on va essayer de lui perdre davantage et qu'on va perdre un petit peu cette saveur japonaise. Mais on peut estimer que le Japon aime suffisamment ses valeurs et sa culture pour rester assez fidèle à tout ça. On va parler un petit peu de jeux vidéo maintenant, et on va parler d'une console, la console des vieux, la console des anciens. Même toi, Charlie, tu m'as dit que tu t'en souvenais pas forcément. On va parler de Neo Geo. Alors, tous les joueurs rétro ont bien entendu vu cette news ces derniers jours. Les sociétés SNK et Play and Reply ont annoncé qu'ils sortaient une nouvelle version de la Neo Geo AES, donc une des versions, la version la plus connue, je dirais. Une nouvelle console originale basée sur l'ancienne Neo Geo AES et qui est appelée la Plus tout simplement. Et cette console va sortir le 12 novembre prochain. Elle peut déjà être précommandée. Et cette console, en fait, quand on était petit, entre guillemets, c'était la console de notre ami riche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était une console qui n'était pas sortie en France, qui était disponible seulement en import, et qui était extrêmement chère. Il y avait des cartouches énormes, avec des jeux assez incroyables à l'époque, des jeux en 2D très costauds, mais du coup, la console et les cartouches coûtaient vraiment très très cher. Et donc cette console, elle venait du constructeur SNK, donc qui veut dire Shin Nihon Kikaku, une société basée à Osaka qui a été ouverte en 1973 et qui a fait faillite en 2001. Donc ça a contribué peut-être aussi à sa légende. Et bien là, Play and Reply sort une nouvelle version de cette console. Et contrairement aux récentes versions de consoles rétro qui souvent utilisent l'émulation logicielle, et bien la Neo Geo AES Plus utilisera, comme l'original, des puces qu'on appelle ASIC, qui en fait en réalité une nouvelle console. En fait, c'est une nouvelle version de la console originale. Et on peut le dire à ce point qu'elle sera même compatible avec les anciennes cartouches de jeux AES, ainsi que, évidemment, de nouvelles cartouches qui vont sortir. Donc nul doute que la cote des anciennes cartouches, qui était déjà très élevée, va encore augmenter. Alors toutes les versions de la nouvelle version de la Neo Geo comprendront une recréation de la manette d'origine, la manette arcade AES, et cette fois-ci il y aura des sorties audio et vidéo en Full HD, donc 1080p, via un câble HDMI à faible latence, ainsi que, pour la gloire, on va dire, des anciennes sorties RCA et puis sorties audio. Alors la console disposera également d'un emplacement pour une carte mémoire, ce qui permettra d'enregistrer les scores les plus élevés, bien entendu. C'est un peu le but de cette console qui est très arcade, et elle prendra en charge une nouvelle carte mémoire distincte qui ne nécessite plus de batterie. Alors si vous voulez vous faire un petit plaisir rétro, donc vous pouvez d'ores et déjà précommander la Neo Geo AES+. Il y a 3 versions qui sont actuellement en précommande, donc une version classique de couleur noire, qui coûte à peu près 200 €, une version qui s'appelle édition anniversaire, donc à peu près à 300 €, donc avec une console blanche, une carte mémoire, un dongle sans fil pour la manette, et puis la cartouche de Metal Slug, donc un des jeux les plus légendaires de la machine, et enfin une 3e version en l'hommage du coup à la version très chère de l'original, donc on appelle la Neo Geo AES Plus édition Ultimate pour à peu près 900 €. Elle sera de couleur noire et il
y aura 10 cartouches de jeu. Donc les 10 cartouches sont Metal Slug, King of Fighters 2002, Garou Mark of the Wolves, Big Tournament Golf, Shock Troopers, Samurai Shodown 5 Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord et Overtop. Donc ce sont des noms qui ramèneront en arrière nos auditeurs les plus anciens. À savoir que cette console originale est sortie en avril 1990 et à l'époque on était à fond dans le jeu d'arcade et à l'époque du coup les jeux d'arcade qui étaient portés sur les consoles par exemple Super Nintendo ou Mega Drive étaient un petit peu compromis, en tout cas ils étaient dégradés en quelque sorte, notamment au niveau de la fréquence d'image, les rendus étaient plus lents, les graphismes étaient un peu modifiés, ce qu'on appelait les sprites, donc les tailles des personnages étaient réduites et justement la Neo Geo elle permettait d'avoir des versions en fait sur console aussi impressionnante que sur les bornes d'arcade. Et du fait de son tarif, à l'époque, la Neo Geo était une console de luxe, comme je le disais, et ce qui fait que du coup, aujourd'hui, on a cette capacité à pouvoir se fournir et se refaire un petit trip rétro qu'on n'avait peut-être pas pu s'offrir à l'époque, à un tarif un peu plus abordable, en tout cas beaucoup moins cher que les consoles actuelles comme la PlayStation 5 ou la Switch qui ne font qu'augmenter de prix. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans le retour depuis quelques années, déjà maintenant du vinyle, on retrouve aussi de plus en plus d'iPod, on revient un peu à des choses anciennes, mais je ne pensais pas que le jeu vidéo pouvait compter sur les cartouches. Et c'est vrai que rien que l'objet, déjà quand on en voit, on est toujours un peu nostalgique, quelle que soit la console, parce que les CD qu'on met dans les consoles, au final on ne voit plus le jeu lorsque l'on joue physiquement, en tout cas on ne le voit plus. Donc c'est vrai que je n'y avais pas pensé, et ça donne limite envie d'investir juste pour avoir des petites cartouches à collectionner. Ouais, des grosses cartouches pour le coup. Ah, des grosses cartouches, c'est sûr. Et là, on est dans le trip vraiment rétro, parce que maintenant, il faut savoir, comme on le disait, que je crois 70% du jeu est dématérialisé aujourd'hui. Il n'y a même plus de disques. Donc là, on est à fond dans le truc avec des cartouches qui font quasiment 20 cm, je dirais, de large. Donc c'est un peu pour le délire. Et désormais, on va passer sur la partie dans laquelle on prend le temps de revenir sur ce qu'on a pu écouter, lire ou voir du Japon. Et avec cette session d'avril, eh bien, on va parler uniquement de ce qu'on a vu, puisqu'on a vu Mario Galaxy et aussi la saison 2 de One Piece. Gaël, donc tu vas nous en parler quelques instants. Cette série, elle est sortie le 10 mars dernier, et donc c'est la suite logique de la première saison, le live action de One Piece, l'équipage du chapeau de paille qui est de retour. Et donc on attend un peu ton avis, et je vais rebondir aussi avec toi sur cette actualité, puisque j'en ai vu une grosse partie, pas encore terminée. Et je rappelle que je n'ai reçu aucune carte One Piece de nos chers auditeurs auditrices, mais bon, ça après, c'est pas grave, je m'y attendais un petit peu. Oui, je suis retourné sur Netflix, effectivement, pour regarder cette deuxième saison, quasiment 3 ans après la saison 1. Donc là, on arrive vraiment sur Grand Line, pour ceux qui connaissent One Piece. Les arcs qui sont couverts par cette deuxième saison, c'est Locktown, Whiskey Peak, Little Garden et Drum Island, donc là où on va rencontrer Chopper, bien entendu. Donc il y a 8 épisodes dans cette saison 2 qui font à peu près chacun 1 heure, avec des nouveaux acteurs évidemment pour couvrir les nouveaux personnages. Donc au niveau perso, justement, on peut citer Vivi, Smoker, Tashigi qui va avec Smoker souvent, et puis Nico Robin, tu m'en avais parlé avant que je commence, Charlie. C'est vrai qu'elle est plutôt réussie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui. Alors pour commencer, moi je dirais que c'est plutôt en continuité avec la saison 1 sans grande surprise, mais on a l'impression que tout est un peu amélioré. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais notamment moi ce qui m'a fait assez forte impression, c'est notamment les décors. On sent qu'il y a beaucoup plus de budget, décors et effets spéciaux d'ailleurs, ça va un petit peu avec, mais c'est vrai qu'au niveau visuel, il y a des passages qui sont assez impressionnants. Je pensais notamment sur Whiskey Peak, quand ils arrivent dans le bar, j'ai trouvé ça assez que le décor était vraiment, il s'était pas affichu des spectateurs. Oui, même sur la chorégraphie de combat avec Zoro, je trouve qu'ils ont fait hommage quelque part. Après, n'ayant pas lu le manga, je sais pas quelle sensation on a quand on lit le manga, mais en tout cas, si j'ai bien compris, c'est un fort clin d'œil puisqu'il y a 100 ennemis à abattre, et donc ils le font ici dans cette série en live action, et je trouve ça quand même très propre parce qu'on voit de tout et de rien en termes de chorégraphie dans les adaptations, et donc là ils ont quand même mis le paquet, et l'acteur, ça se voit qu'il a fait un gros travail aussi derrière.
C'est vrai que c'est un peu moi ce que j'avais retenu de la saison 1 en effet, c'est que les chorés étaient un petit peu légères, je dirais. On avait vraiment l'impression que tout était un peu en plastique, etc. Là, oui, celui que tu cites, il est assez impressionnant, ce combat de Zoro contre 100 ennemis. Donc là, ils ont fait un gros effort. Après, c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas énormément de combats en dehors de celui-ci. Ou en tout cas, quand il y a des combats, ils sont très courts. Celui-ci, c'est vraiment le cœur de la série, je dirais, en termes de grosses actions, on va dire, de bagarre. Mais ça manque à mon goût quand même un peu de combat dans le reste de la série, même si le rythme n'est pas non plus lent tant que ça. Mais il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup d'aventures. Mais par rapport à l'animé, justement, je dirais qu'il n'y a pas énormément de combats. Après, dans l'animé, parfois les combats, quand ça dure 150 épisodes, c'est un peu trop long. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est un univers que je connais surtout par des amis ou des collègues qui sont à fond dans cet univers, donc qui me plaît quand on me le raconte. Après, c'est vrai qu'avec les animés, donc j'avais pas forcément trop adhéré, mais en fait l'univers m'intrigue beaucoup, mais à chaque fois c'est la forme qui peut-être ne me branche pas trop. Par exemple, pour moi, Luffy dans la série en live action, c'est pas du tout quelqu'un qui a des capacités élastiques, etc. On le voit jamais. Je comprends que ce soit difficile à réaliser, mais pour le coup, j'ai pas du tout cette spécificité-là. Et vu que l'acteur joue très bien, mais de façon très théâtrale, parce que Luffy, c'est quand même quelqu'un qui est très expansif, etc. Donc ça, je l'entends aussi, mais ça me correspond peut-être moins. Et tu disais, pour les décors, j'ai trouvé certains décors très réussis, et souvent, ce qui me gêne, par contre, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont dans une salle un peu vide, quand même. Autant c'est très bien réalisé, les couleurs sont top, les éclairages aussi, et il y a quand même pas mal d'endroits où j'ai trouvé qu'on voyait peut-être un peu trop les fonds, quoi. Les fonds verts, ou le fait que ce soit dans une salle et ça se ressent, alors que il peut y avoir beaucoup de verre, beaucoup de décors. Tout à l'heure tu me parlais d'un bar, etc. Donc là-dessus, ça me fait un peu un effet de vide quand même, moi, à chaque fois. Ça dépend où, par exemple sur Little Garden, c'est un peu différent. Là, pour le coup, ils ont bien fait l'immersion, même s'il y a des géants, on voit que c'est des effets spéciaux, etc. Mais c'est ce que j'allais dire, ouais. Sur Little Garden, ils ont fait l'effort d'aller tourner dans la nature directement, donc ils font une sorte d'illusion, parce que je pense que les plus gros problèmes, ou en tout cas ceux que tu cites, et je peux les reconnaître aussi, c'est quand on est au niveau de la mer, en fait, tout simplement, parce que... par exemple, le bateau, moi, j'y crois pas du tout. Bateau, voilà, c'est ça. On sent que c'est tourné en studio, même quand ils arrivent justement à Rivers Mountain, enfin, en tout cas, avec la baleine, la Boone, c'est vrai qu'il y a des décors très profonds, donc c'est bien fait, hein, mais je peux comprendre, si on n'est pas vraiment à fond dedans, qu'on puisse beaucoup sentir les fonds verts, justement, comme effets spéciaux. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, comme tu le disais, t'es un peu moins à fond dans One Piece que certains, et malgré tout, t'arrives à accrocher. Ouais, complètement. Donc là, en l'occurrence, chers auditeurs, vous avez vraiment deux approches différentes. Moi, ça fait 30 ans que je regarde One Piece, quasiment. Enfin, l'anime a commencé en 99, moi j'ai dû commencer en 2000 ou 2001, donc ça fait plus de 25 ans. Et malgré tout, je pensais pas du tout que j'accrocherais, et malgré tout, je trouve ça assez bien réalisé. On peut quand même se demander comment ils arrivent à faire pour transposer un manga aussi particulier, avec les fruits du démon, etc., dans une série live, mais ils s'en sortent plutôt bien. Alors après, il y a quand même des choses qui sont un peu à remarquer. Par exemple, on disait, justement, tu m'en parlais, Nico Robin, c'est vrai qu'elle est très réussie, le personnage est bien casté, elle joue bien son personnage aussi. Le costume est dingue aussi par rapport à ce qu'on voit dans le manga. Je trouvais que c'était hyper réussi. Moi, je connaissais pas ses pouvoirs, ses capacités, avec tous les bras qui arrivent. Pour le coup, ça se voit qu'il y a des effets spéciaux, mais c'est aussi très bien fait, je trouve. Exactement, ouais, c'est bien réalisé. De la même manière, on peut citer Chopper, qui était un peu la cerise sur le gâteau, on va dire, qui arrive en fin de saison, et qu'on avait dans les bandes annonces, justement, c'était le reveal. On avait tous un peu peur de comment faire parce que ça peut pas être un personnage, joué. Alors justement, ça, je vais en parler. Mais autant la petite peluche, entre guillemets, le personnage qu'ils ont réalisé en effets spéciaux, il est très bien fait, il est crédible, on a vraiment l'impression de voir la fourrure, etc. Donc ça, j'ai pas vu justement encore, je me garde... Tu l'as vu dans les bandes annonces peut-être? Oui, juste dans la bande annonce, ouais. Mais pour le coup, ça marche bien, le personnage fonctionne bien, les acteurs qui jouent avec lui, donc que ce soit Hiluluk ou Kureha, donc ça fonctionne très bien. Par contre, dans ses transformations, justement, à un moment donné, il a différents types de transformations de Chopper. J'ai vu qu'Internet s'en est chargé. C'est vrai, j'avais pas vu, mais moi je me suis fait la remarque tout seul comme un grand, et c'est vrai que ça, quand il est petit,
il est mignon, il est réussi. Quand il est en version reine, pareil, ça fonctionne bien. Mais quand il est en version homme, là, on a vraiment l'impression d'un très mauvais cosplay, en gros. J'ai l'impression d'être à la Japan Expo de chez Wish. Donc, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais qui a validé ça. Mais là, ça fait une grosse différence entre les différents rendus de Chopper et... comme en plus après Chopper va avoir d'autres transformations dont une beaucoup plus grande, je me dis mais pourquoi avoir gardé seulement celui-ci pour quelques minutes en plus, voilà, ça valait pas le coup. Oui, juste pour dire on l'a fait. Ouais, ils avaient investi dans les effets spéciaux, autant le faire jusqu'au bout, je dirais, mais bon après je suis pas producteur. Ils ont produit de superbes peluches de Chopper maintenant avec de la fourrure qui paraît vraie et de ça. Donc là ça sort du live action, mais elles sont bluffantes. Je sais plus le prix, c'est très cher, mais c'est absolument magnifique. Peut-être de la vraie fourrure de reine. Peut-être. Mais en tout cas, oui, ça se regarde assez bien. Moi, j'ai poursuivi un peu sans réfléchir et ça se regarde plutôt bien. Voilà, on s'ennuie pas spécialement. C'est bien produit. On sent qu'il y a des enjeux qui sont quand même assez importants. D'autant que Netflix a aussi prévu de faire The One Piece, donc un animé un peu comme Dragon Ball Kai, c'est-à-dire très raccourci, ce qui sera pas un mal d'ailleurs. Donc il y a des enjeux financiers qui sont assez importants, et d'ailleurs ils ont d'ores et déjà confirmé la saison 3, qui elle devrait adapter l'arc Alabasta, donc poursuivre en tout cas l'histoire du manga, mais aller justement sur Alabasta, on voit que Vivi va retourner dans son royaume, Crocodile on le voit un petit peu à la fin, donc c'est vraiment... Voilà, ça, je pense qu'ils vont arriver à un rythme un petit peu plus élevé. Et j'ai cru comprendre qu'il y aurait au total 8 à 10 saisons, je crois. Donc on n'a pas fini de parler de One Piece. Et après avoir parlé de ce que l'on a pensé de la saison 2 de One Piece sur Netflix, et bien maintenant on a le plaisir d'accueillir Marjorie qui va nous parler du film Super Mario Galaxy Movie. C'est la suite logique de The Super Mario Bros Movie qui était sorti en 2023 et qu'on avait ici beaucoup apprécié. Ce nouveau film, il sort lui le 1er avril 2026 aux États-Unis. Il est produit par Illumination et Nintendo. Il dure 1h38. Et maintenant, je te laisse la main, Marjorie. Et déjà, je te dis bonjour. Salut, Marjorie. Oui, bonjour Charlie, bonjour Gaël. Du coup, oui, on a été voir le dernier Mario qui est sorti. Donc là, pour les vacances de printemps en France et aux États-Unis, peut-être aussi il y a des vacances. J'avoue, je ne sais pas. En tout cas, ça sort pour le printemps. Et c'est déjà un succès puisque là, en 3 semaines d'exploitation pour le deuxième film et avec le premier opus, et ben, la série Saga Mario, elle passe le cap des 2 milliards de dollars au box-office mondial. Donc on est vraiment sur des records. C'est le plus gros démarrage de cinéma de 2006 à sa sortie. Déjà le plus gros film de 2026 au box-office mondial. Et ça fonctionne aussi en France. Donc je ne suis pas la seule à être allée voir le film. Il y a déjà plus de 4 millions d'entrées en France, donc là, pour cette 3e semaine. Et on se demande si le film va battre les 7,3 millions d'entrées du film Le Comte de Monte Cristo au box-office français en 2024 qui avait en fait marqué les esprits à l'époque. Donc c'est pas le plus grand film, hein, ça reste Titanic, mais c'est quand même des bonnes entrées. Et du coup voilà, c'est un film populaire que tout le monde attendait. On y va avec les enfants. C'est vraiment fait pour ça. C'est un film pour se détendre sans prise de tête. Hein, faut pas le voir. Il y a pas vraiment de... Oui, celui-ci, il n'est pas réputé pour la qualité de son scénario par rapport au tout premier, il me semble. Oui, il y a un peu moins de scénario. C'est une succession d'aventures, comme si on faisait un jeu vidéo et qu'on jouait avec Mario. C'est un peu comme ça qu'il faut le prendre. Et sachant que le studio Illumination aussi sont connus pour d'autres grands noms, comme... tout ce qui est lié à Moi, Moche et Méchant en français, où l'animation est hyper qualitative, les lumières, etc. Donc de toute manière, vous allez en prendre plein les yeux. Oui, il y en a plein les yeux, c'est vraiment très intéressant. Et pour info, le film il sort au Japon le 24 avril 2026, donc un peu en retard, et en vue aussi du début de la Golden Week, hein, parce qu'il faut bien que tout le monde soit disponible pour aller voir le film. Donc, on retrouve dans les voix en VO, donc là en VO, donc ça sera en américain, des acteurs connus. Donc Chris Pratt reprend le rôle de Mario, on a Anya Taylor-Joy pour Peach, Charlie Day pour Luigi et bien évidemment Jack Black pour Bowser, même si je regrette qu'il chante un peu moins finalement dans ce deuxième opus. Moi qui le connaissais beaucoup pour Tenacious D à l'époque, il y a très longtemps, j'aimais bien sa petite chanson Pichu Pichu du premier opus.
Et on a aussi Keegan-Michael Kay pour Toad. Alors Toad ou Kinopio en Japon. Enfin voilà, je vais vous donner des noms à peu près chaque fois. Pour les voix françaises, on n'est pas sur des acteurs ou actrices qui sont connus, mais ce sont des voix qui sont cohérentes et fidèles à l'esprit de Mario. Ils ont repris les voix du premier. Oui, donc ça c'est déjà important. Voilà, du premier film, et ils ont continué. Donc je vous donnerai pas de nom d'acteurs célèbres, mais par contre on est sur des voix qui sont totalement acceptables et qui reprennent l'esprit du film et aussi qui respectent le caractère des personnages. Et puis dans ce nouveau Mario, il y a aussi de nouveaux personnages par rapport à l'univers que l'on a connu dans le premier opus. Oui, si le premier opus, il était focus sur Mario, Luigi et puis la princesse Peach. Dans ce deuxième-là, on a une flopée de nouveaux personnages. Et dans les principaux, on retrouve donc Rosalina ou Harmonie en français. Donc c'est la gardienne de l'univers, la mère des Luma. Les petites étoiles mignonnes qu'on va voir pendant tout le film, elles sont vraiment mignonnes. Et elle est jouée par Brie Larson pour la version originale. On retrouve aussi Bowser Jr., donc le fils du grand méchant, donc Koopa Jr. au Japon, et aussi Yoshi, ce qu'on avait vu dans les bandes annonces. Je pense que son utilité, en plus du scénario, est un peu liée au merchandising peut-être. C'est ça. Donc Yoshi apparaît rapidement au début du film et il va accompagner Mario et Luigi dans leurs aventures. Donc il y a plein d'autres personnages aussi qu'on va voir tout au long du film. C'est vraiment du fan service aussi quelque part, parce que vous allez avoir plein de personnages. Pour tous ceux qui jouent au jeu Mario de Nintendo, vous ne serez pas perdus. Oui, sur les réseaux sociaux, vous avez dû croiser, peut-être depuis si ça vous intéresse, des morceaux de jeux vidéo, par exemple sur Nintendo 64 ou autre, donc avec de vieux graphismes et avec la reprise, cette espèce de remake qu'ils ont fait dans l'animation de ce film-là, le numéro 2. Oui, c'est vrai que là-dessus, pour tous ceux qui jouent aux jeux vidéo et qui ont l'habitude aussi d'écouter les musiques, le film est vraiment une immersion dans ça. On retrouve toutes les musiques des différents jeux quand on va battre les boss, etc. Donc c'est vraiment un univers. Il y a le son, mais il y a la vue, les vidéos et l'animation, et il y a aussi le son qui fonctionne bien. Donc la bande son, c'est vraiment un point fort de ce film. Il y a plein d'autres clins d'œil à d'autres jeux comme Mario Odyssey, Mario Kart et aussi Star Fox, puisqu'on a le personnage de Fox McCloud qui apparaît dans le qui est assez stylé en plus avec sa petite veste et tout, le pilote quoi. Who are you? Ah, Fox McCloud. Oui, et il est doublé par Glenn Powell aux États-Unis, donc c'est un acteur aussi qui est assez en vogue en ce moment. Et il apporte une petite touche qui fonctionne très très bien. Beaucoup de spectateurs trouvent que le film est plus spectaculaire que le premier. Alors je dirais oui dans le sens où il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup d'aventures, ça enchaîne en fait beaucoup, ça fait des pas, on est dans la galaxie, donc ça fuse. Et c'est vrai que les scènes de l'espace et la référence donc à la saga Galaxy sont vraiment bien réalisées. On aime aussi beaucoup la présence donc de Harmonie Rosalina, je vous donnerai les deux noms, qui apporte en fait une petite touche, et on a aussi plus d'informations sur les origines de la princesse Peach. Donc, ça je sais pas si on peut le dévoiler, enfin c'est un peu un spoiler de la fin du film, mais on connaît un peu plus d'où vient la princesse Peach, et ça c'est assez intéressant. Ça, on va dire ça va être un peu la profondeur qu'on va avoir dans le film, où le scénario ça va être là-dessus, moins sur d'autres choses, mais sur là-dessus, et peut-être que ça sera repris aussi après dans les jeux vidéo qui seront sortis a posteriori du film. On aime aussi Bowser Jr. qui est fidèle à lui-même, toujours un peu malin, un peu machiavélique, mais dans un sens tout pour mon père, quoi. Donc c'est un peu marrant de le voir faire. Il est à fond sur son papa, quoi. Il adore son papa. Après, c'est vrai que le scénario reste un peu simple, hein, n'y trouvez pas non plus une critique intellectuelle très très forte à faire. C'est vraiment un film de divertissement, on y va en famille, en amis ou avec ses enfants, et on passe un bon moment. Les 1h38 du film passent relativement vite.
Ce que l'on peut dire, c'est que si vous êtes un fan ou une fan de Nintendo, eh bien, vous pouvez y aller les yeux fermés, bien évidemment. Vous y retrouverez plein d'easter eggs, plein de clins d'œil, il y a plein de monde autour de Mario. Donc forcément, ça peut qu'être un bon moment. Le seul petit bémol, c'est le scénario, mais c'est aussi parfois le genre de film que l'on va voir au cinéma avec plaisir et pas pour apprendre une claque en termes de narration. Oui, non, c'est sûr. Avec les enfants, en tout cas, ça marche très bien, je vous le redis. C'est vraiment un film divertissant à voir. Oui, c'est très fun, très efficace pour le coup. Ça fonctionne de toute façon très bien. C'est ça. Et puis de toute façon, il y en aura sûrement un troisième opus, vu le succès au box-office. Je pense que les producteurs sont déjà sur le troisième opus. En tout cas, merci pour ton avis, Marjorie. Et je te dis à très bientôt pour un podcast plutôt lié au voyage. Merci Charlie, merci Gaël. Salut. Pour finir ce podcast actualité, comme chaque mois, on va vous parler de nos récurrents du mois et notamment le yen. Le yen qui n'en finit plus de chuter. Je ne sais pas si c'est lié au contexte géopolitique. Quoi qu'il en soit, au moment où on enregistre, il est à 187 yens pour 1 euro. Donc encore une fois, on ne fait pas de conseils financiers. Comme on peut acheter des yens. Mais c'est vrai que le yen est très intéressant, donc si vous allez partir au Japon cette année ou même en début d'année prochaine, on vous encourage peut-être à retirer vos yens actuellement avant un certain crash qui pourrait arriver, ou ne pas arriver d'ailleurs, on n'en sait rien, mais en tout cas on est actuellement sur des niveaux records. Et d'ailleurs, je profite Charlie, car on s'était fait critiquer un petit peu pour ce genre de conseils, je vais te lire un commentaire que j'ai lu sur Apple Podcast de la part d'Isabelle qui nous dit « Un podcast que j'ai découvert en préparant mon voyage au Japon grâce à un livre qui m'a été offert. Merci à toi, personne inconnue. Les voix, la douceur du ton. » Je pense qu'ils font référence à toi, Charlie. Ah oui. Le rythme... C'est dans le livre. Le rythme de la narration, la composition du podcast avec toutes les facettes historiques, culturelles, sociales, gastronomiques, les petits sons, les jingles. Je ne pourrais pas citer tout ce qui me plaît dans ce podcast. Je ne retiens pas tout, bien évidemment, mais je passe toujours un très beau moment. Grâce à vous, une pause dans nos vies de fous et j'en sors toujours plus riche. Merci Isabelle. Eh bien, merci à toi Isabelle pour ce très beau commentaire qui nous fait chaud au cœur. Tu m'avais caché ce commentaire, Gaël, et bien ça me fait très plaisir. Je l'ai lu juste avant l'enregistrement. Je voulais te le lire en live. Et du coup, merci Isabelle, surtout. Alors au niveau de la fréquentation touristique au Japon, au mois de mars 2026, il y a eu 3 619 000 voyageurs. C'est une petite augmentation par rapport à mars 2025. Mais comme on le disait le mois dernier, donc c'est lié aussi à la chute entre guillemets du tourisme chinois lié au contexte diplomatique. Chute qui est compensée, ceci dit, par l'augmentation de tout le reste du tourisme en dehors des Chinois, donc notamment des Coréens, etc., Taïwanais, et puis aussi un petit peu aussi des Occidentaux, même si on reste une part assez faible du tourisme au Japon. Alors en termes d'événements du mois, on va citer bien entendu la Golden Week, mais ça Charlie, tu vas nous en parler. La Golden Week fin avril, début mai, un événement de vacances très important, et tu vas nous en parler dans notamment les podcasts du mois. Et oui, puisque si vous ne les avez pas déjà écoutés, en avril nous avons diffusé les 4 podcasts clés de Kampai, dont le format Actu, mais aussi un format voyage qui était justement dédié à la Golden Week, comme tu l'as dit Gaël. Avec Marjorie, dans ce podcast, on revient sur cette période, si vous prévoyez d'y partir, pendant que cette période compliquée, notamment en termes de transport, eh bien on vous donne les clés à connaître pour profiter au mieux de votre voyage. Côté podcast culture, nous avons eu la chance d'avoir une interview en duplex d'Osaka avec Sébastien, dont tu nous parlais tout à l'heure Gaël, puisque l'on a abordé le sujet des geishas et leur parcours de combattantes. Pour sa part, Sébastien nous apporte sa vision des choses, puisqu'il est guide et interprète au Japon, et il a la chance d'être interprète lors de ces soirées de luxe, justement, avec ces femmes-là, ces femmes des arts. Côté destination, on a fait un point sur Fushimi Inari Taisha, notamment sur le principe de la randonnée au milieu des torii. Donc tout ça, c'est à retrouver sur vos plateformes de streaming préférées. Et pour le mois de mai, ce qui est prévu, c'est un podcast voyage ou logé à Tokyo. Ce sera diffusé le 6 mai. Le 13 mai, on se retrouvera avec un podcast culture dédié au baseball. Et oui, on va en parler assez longuement avec Kelly. Je suis en train d'apprendre les règles du baseball, d'ailleurs, Gaël. Tu m'expliqueras. Oui, en plusieurs podcasts peut-être. Côté destination, on se retrouvera le 20 mai avec IC, et puis on fera une pause le 27 mai, et on se retrouvera plus tard pour le podcast actualité du mois de mai, mais ça sera diffusé le 3 juin prochain. Et n'hésitez pas à profiter de vos vacances ou de vos ponts, ou de vos week-ends prolongés pour nous écouter et nous diffuser.
auprès de vos amis. Alors en termes d'articles, ce mois-ci, on a commencé le mois d'avril avec un café à Akihabara, un café un peu rétro, un petit peu traditionnel, Takemura Kissaten. Ensuite, Marjorie a fait une très grosse mise à jour de notre article donc sur la Golden Week, cette semaine de vacances printanières au Japon. Ensuite, on est allé du côté de Kyoto pour vous présenter Nagaoka-kyo. C'est une ancienne capitale assez peu connue mais assez intéressante. On est parti après du côté de Fukuoka pour aller découvrir le Nanzo-in. Donc c'est un immense Bouddha couché. Vous avez sans doute déjà vu les photos sur Instagram ou ailleurs. Eh bien, on est allé le visiter l'année dernière et on vous a fait un bel article avec beaucoup de photos sur cette visite intéressante. Après, donc pareil, Marjorie a passé beaucoup de temps à rafraîchir la fiche Shibuya à Tokyo pour ce quartier évidemment immanquable, quartier jeune et mode de la capitale. Et on a fini le mois en parlant du spectacle Ninja et Kabuki à Tokyo, ainsi que de 2 jours fériés, Showa no Hi et Kempo Kinembi, donc, qui sont les jours de la Constitution et le jour de l'anniversaire de l'empereur Showa. Et tout à l'heure, Gaël, tu citais une auditrice, d'ailleurs que je remercie encore chaleureusement, Isabelle. Donc merci encore vraiment beaucoup à Isabelle, qui a reçu un livre en cadeau. Et donc ces livres, ils ne viennent pas de n'importe où. C'est entre autres Kelly qui les a très largement rédigés. Et donc c'est des productions par Kanpai. Et on a 5 tomes. Et l'ensemble de ces 5 tomes est aussi, on peut l'acheter. Et c'est ce qu'on appelle nous les packs soutiens. C'est ce qui permet de soutenir le mieux notre média. Eh bien, ces packs soutien, chaque mois, on vous remercie pour ces achats. Et le mois dernier, il y a eu deux achats que tu viens de nous citer, Gaël. Oui, on va remercier David et Christophe qui nous ont commandé des packs soutien, et bien entendu tous les autres auditrices et auditeurs qui ont commandé un ou plusieurs livres de voyage. Donc comme tu le disais Charlie, et bien voilà, c'est nous qui avons rédigé ces livres. Ce sont des livres physiques qui font entre 100 et 200 pages chacun et que vous pouvez commander exclusivement sur kanpai.fr et qu'on envoie chaque jour avec nos petites mains. Et donc, pareil, toutes les photos sont faites maison, il n'y a pas d'IA ni dans la rédaction, ni dans la photo. De toute façon, on n'avait pas accès à cette IA avant. Et ce ne sera pas le cas si on doit en faire les prochains. Eh bien Gaël, je pense qu'il est l'heure de conclure ce long podcast actualité que l'on a toujours plaisir de vous proposer de mois en mois. C'était notre 30e émission dédiée à l'actualité japonaise. Et on vous remercie évidemment encore très fort pour l'accueil que vous nous faites sur les réseaux sociaux et pour tous ces commentaires comme celui que tu nous as lu tout à l'heure, Gaël, et j'ai encore du mal à m'en remettre. Ça me fait très plaisir. Et oui, même si vous nous mettez pas de commentaires, même si vous n'avez pas le temps pour écrire un petit texte comme Isabelle, alors on a cité Isabelle, mais il y en a plusieurs chaque mois, donc évidemment on remercie tout le monde, et bien n'hésitez pas à prendre juste quelques secondes pour faire un petit 5 étoiles. C'est vraiment pas grand chose, mais vous cliquez sur 5 étoiles, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube, d'ailleurs on est sur YouTube et ça monte, les chiffres montent de plus en plus, même si ça reste mineur par rapport aux autres applications de podcast, on est content d'avoir un nouveau support, mais n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit 5 étoiles pour nous encourager. C'est vraiment pas grand chose, mais nous ça nous aide énormément pour nous faire découvrir par les algorithmes auprès de plus de personnes qui s'intéressent au Japon. Donc si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast Kanpai, eh bien n'hésitez pas à faire un petit clic, on compte sur vous. Et si vous êtes plutôt boîte mail et non réseaux sociaux, il y a aussi la newsletter, elle est gratuite et elle vous permet aussi de vous tenir informé de tous les formats que l'on propose, à la fois des livres, des articles et des podcasts, et aussi les photos du jour ou les actualités du jour qui sont en plus diffusées dessus, c'est gratuit. Et puis si vous voulez vous désabonner, vous avez juste à cliquer sur désabonner en bas de la newsletter, donc ça c'est très pratique. Merci encore Gaël pour le temps partagé ensemble et on se retrouve le mois prochain pour toutes les actualités du mois de mai. Merci Charlie, merci pour ton travail et à bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.